Au dîner de Noël, mon père a crié « Sors de cette maison !» Payer les factures ne fait pas de toi de la famille. Maman s'est penchée et a chuchoté « Tu es juste jalouse de ta sœur. » J'ai ri. Alors, qu'elle paie les 12 800 $. Le lendemain matin la police, des larmes, le chaos. Mon téléphone a sonné sans arrêt, mes parents m'envoyant des textos pour demander de l'aide. 67 appels manqués. L'odeur de dinde rôtie et de petits pains beurrés aurait dû être réconfortante, mais elle me tordait l'estomac. J'étais assise à un bout de la table dans la maison de mes parents à Grand Rapide, regardant la flamme des bougies danser sur leur porcelaine fine. Chaque détail de la soirée était censé paraître parfait, la nappe en dentelle de maman, les couronnes qu'elle avait accrochées à chaque fenêtre, l'argenterie polie jusqu'à ce qu'elle brille. De l'extérieur, nous étions le genre de famille que les gens enviaient. À l'intérieur, nous pourrissions jusqu'à la moelle. Ma sœur Rachel était assise en face de moi, ses cheveux coiffés en boucles souples, sa voix perçant le faible bourdonnement de la conversation. Elle racontait à tout le monde sa nouvelle start-up de bien-être, un vague plan qui, selon elle, allait révolutionner l'industrie des soins personnels. Mes parents buvaient ses paroles, les yeux écarquillés, les sourires fiers. J'avais déjà entendu cette histoire. Une idée différente, le même rêve. La boutique qui a fait faillite, le podcast qui a fait un flop, le projet de crypto-monnaie qui a englouti leurs économies. Chaque fois qu'elle échouait, il la qualifiait de résiliente. Chaque fois que je réussissais, il me qualifiait de chanceuse. Quand Rachel a annoncé qu'elle pourrait avoir besoin d'un peu d'argent pour démarrer, papa a gloussé et a attrapé son vin. On trouvera une solution, a-t-il dit, comme si la fortune familiale était un puissant fond. Maman a hoché la tête avec enthousiasme, suggérant déjà des noms pour sa marque. Je les ai regardés et j'ai ressenti cette vieille douleur familière dans ma poitrine. Celle qui vient quand on réalise qu'on ne sera jamais l'enfant prodige, peu importe ce qu'on donne. Ma meilleure amie Lorraine a dit un jour, la loyauté familiale peut devenir de la violence psychologique quand elle est à sens unique. Assise là, les écoutant faire l'éloge du prochain désastre de Rachel, j'ai compris exactement ce qu'elle voulait dire. Pendant 10 ans, c'est moi qui avais payé l'hypothèque, les prêts auto, les factures, tout ça pendant qu'il parlait de Rachel comme si elle sauvait le monde. Je l'ai fait discrètement, croyant que l'amour signifiait le sacrifice. Mais l'amour, ai-je appris, était une langue que ma famille n'a jamais vraiment parlé. Émilie, a dit ma mère, brisant soudain mes pensées. Comment va le travail ? Son ton était décontracté, mais ses yeux étaient vifs, évaluants. Ça va bien, ai-je répondu en forçant un sourire. Nous venons de terminer un gros projet au cabinet. Mon équipe a bien travaillé. Rachel a ri doucement en faisant tourner son vin. Toujours assise derrière cet ordinateur toute la journée. Tu devrais essayer quelque chose d'excitant pour une fois. Prends un risque. Un risque, ai-je demandé. Comme la boutique ou le podcast ? Son sourire s'est figé. Au moins, j'essaie de faire quelque chose de moi. Toi, tu te caches juste derrière ton travail. Avant que je puisse répondre, la main de papa a frappé la table, faisant trembler les assiettes. Assez. Ne gâche pas Thanksgiving avec ton amertume, Émilie. Tu transformes toujours tout en dispute. J'ai senti mon visage brûler, le poids de tous les regards à table pesant sur moi. Je ne me bats pas, ai-je dit doucement. Je suis juste fatigué de prétendre que cette famille fonctionne à l'amour alors qu'elle fonctionne en fait avec mon salaire. Un murmure s'est répandu à table. Tante June a baissé les yeux. Oncle Tom s'est agité mal à l'aise. Rachel a roulé des yeux, sa voix dégoulinante d'une fausse pitié. Tu es si dramatique. Personne ne t'a demandé de payer quoi que ce soit. Ma poitrine s'est serrée. Vraiment ? L'hypothèque que je couvre chaque mois depuis le licenciement de papa, les paiements de la voiture, les factures, les cartes de crédit à mon nom. Le visage de papa s'est durci. Tu penses que ça te rend meilleur que nous ? Non, ai-je dit, ma voix tremblante. Je pense que ça me fatigue. La pièce est devenue silencieuse. Le seul son était le tic-tac de l'horloge sur la cheminée. Puis les mots de papa sont venus, chacun comme un coup. Sors de cette maison. Payer les factures ne fait pas de toi de la famille. Maman s'est penchée en avant, ses lèvres se courbant en un petit sourire froid. Tu es juste jalouse de ta sœur. Quelque chose en moi a craqué. Les années de silence, de sourire à travers l'humiliation, d'écrire des chèques pour garder leurs lumières allumées, tout a refait surface d'un coup.
J'ai ri. Ce n'était pas le genre de rire qui vient de l'humour. C'était le genre qui vient quand la vérité coupe enfin assez profondément pour saigner. Alors, qu'elle paie les 12 800 $. La fourchette de Rachel s'est figée à mi-chemin de sa bouche. Maman a cligné des yeux. La mâchoire de papa s'est crispée. De quoi parles-tu? Le total que j'ai dépensé cette année seulement pour maintenir cette famille à flot, ai-je dit d'un ton égal. La maison, les voitures, l'assurance, les forfaits téléphoniques, chaque petite chose que vous avez prise pour acquise. Mais tu as raison. L'argent ne fait pas la famille. J'avais peut-être besoin de l'entendre de ta part. Je me suis levé, ma chaise raclant le parquet. Personne n'a bougé. Même les bougies semblaient vaciller d'hésitation. J'ai attrapé mon manteau accroché près de la porte, mes mains tremblant, non pas de peur, mais de libération. Émilie, assieds-toi, a ordonné maman. Son ton était le même que celui qu'elle utilisait quand j'étais enfant, surprise en train de pleurer trop fort. Je me suis tourné vers elle, sentant une force que je ne savais pas que j'avais encore. Non, maman. Vous avez fait votre choix. Moi aussi. Je suis sorti dans la nuit froide du Michigan, l'air vif sur ma peau. Les rires de la salle à manger se sont estompés derrière moi, remplacés par le crissement de mes bottes sur la neige. Ma respiration sortait en petits nuages, chacun emportant un morceau du poids que j'avais porté pendant des années. Quand j'ai atteint ma voiture, j'ai jeté un dernier regard à travers la fenêtre givrée. À l'intérieur, je pouvais encore les voir, mon père, le visage rouge de colère, ma mère chuchotant furieusement, Rachel faisant semblant de pleurer. C'était la même performance qu'il perfectionnait depuis ma naissance. Seulement cette fois, je n'étais plus dans le public. En m'éloignant, la radio jouait une douce musique de Noël. Cela semblait cruellement ironique, comme si le monde se moquait de moi. Ma vision s'est brouillée de larmes, mais je ne me suis pas arrêté. L'autoroute s'étendait devant moi, vide et argentée sous le clair de lune. Pour la première fois, je n'avais pas de destination, pas de maison où retourner, seulement l'écho de la voix de mon père et de mes propres mots qui se rejouaient dans ma tête. Alors, qu'elle paie les 12 800 $. Je l'ai murmuré une fois de plus doucement cette fois, presque comme pour tester sa puissance. Pendant des années, j'avais cru que le silence était une force, qu'avaler la douleur était de l'amour. Mais maintenant, ce silence s'était brisé, et je me retrouvais debout dans les décombres, incertaine si je me sentais brisé ou libre. La neige a commencé à tomber plus fort, recouvrant la route. J'ai ralenti, les phares perçant le flou blanc. Quelque part entre Grand Rapide et la ville, je me suis arrêté sur le bas-côté, j'ai coupé le moteur et j'ai laissé le froid s'infiltrer dans la voiture. Mes mains tremblaient alors que je me suis agrippé au volant, comme à une bouée de sauvetage. Comment en est-on arrivé là, ai-je murmuré dans le noir. La réponse était simple et cruelle. Ça avait toujours été comme ça. Les lumières du quartier de mes parents brillaient encore faiblement au loin, scintillant en rouge et or. De l'extérieur, la maison des Blake avait l'air chaleureuse, festive, pleine d'amour. Mais je connaissais la vérité. Elle était vide, construite sur des années de manipulation, de favoritisme et de culpabilité. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé le silence m'entourer. Pour la première fois depuis des années, il n'y avait pas de voix exigeant plus. Pas de texto demandant de l'aide. Pas de poids sur ma poitrine me pressant de donner à nouveau. Il n'y avait que le son de ma propre respiration, régulière et vivante. Cette nuit-là, je ne suis pas rentré chez moi. J'ai conduit jusqu'à ce que le témoin de carburant clignote et je me suis garé devant une vieille aire de repos. J'ai appuyé ma tête contre le siège, regardant le givre se former le long du pare-brise. Quelque part au fond de moi, sous la douleur, se trouvait la plus faible étincelle de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la paix. La maison derrière moi brillait encore de lumière de Noël. De l'extérieur, elle avait l'air parfaite. À l'intérieur, elle avait déjà commencé à pourrir. Ça n'a pas commencé avec l'argent. Ça a commencé avec un vélo rose. Quand je ferme les yeux, je peux encore voir la lumière du soleil rebondir sur le guidon chromé, les rubans flottants des poignets, la façon dont le rire de Rachel résonnait dans la rue alors qu'elle vacillait sur le trottoir devant notre maison. J'avais 8 ans cet été-là, assez grande pour savoir que la magie n'apparaissait pas simplement, elle s'achetait. Et ce genre de magie ne semblait jamais porter mon nom. Notre maison à Midland, dans le Michigan, était petite et carrée, du genre qui avait l'air confortable du trottoir, mais qui semblait à l'étroit à l'intérieur.
La peinture bleue s'était estompée en gris, et les marches du Porsche s'affaissaient juste assez pour grincer chaque fois que vous rentriez à la maison. Papa travaillait de longues heures à l'usine automobile, son uniforme taché en permanence d'huile et de sueur. Maman était la réceptionniste au cabinet dentaire du docteur Albright en ville, rentrant toujours à la maison avec un sourire crispé et des yeux fatigués. De l'extérieur, nous étions une famille ouvrière ordinaire, mais à l'intérieur de cette maison, l'équité était quelque chose que seule l'une de nous pouvait se permettre. Rachel avait 2 ans de moins, un paquet d'énergie et de charme. Elle avait des boucles qui rebondissaient quand elle riait, et une façon d'incliner la tête qui faisait fondre tout le monde. Quand elle s'écorchait les genoux, papa la portait à l'intérieur comme si elle était en verre. Quand je suis tombé de mon vélo, il m'a dit de me relever. Maman disait que Rachel était sensible et avait besoin d'encouragement, tandis que j'étais la forte. Je n'ai pas réalisé à l'époque que « forte » était juste un autre mot pour « ignorer ». Je me souviens d'un Noël plus vivement que tous les autres. Rachel avait à peine passé son année, d'essai sur toute la ligne. Mais sous le sapin se trouvait le vélo rose vif qu'elle demandait depuis l'été. Le panier avait de petites marguerites blanches tissées à travers, et quand elle a poussé un cri de joie, maman a applaudi comme si c'était le moment le plus fier de sa vie. Papa s'est accroupi pour serrer la selle, souriant comme s'il lui avait donné le monde. Je me tenais à quelques pas de là, serrant mon bulletin de notes rempli de A. Mon cadeau était un pull de taille trop grand et une tape sur l'épaule. Continue comme ça, ma grande, a dit papa. C'est cette année-là que j'ai commencé à garder ma voix basse et mes réussites encore plus silencieuses. Quand vous apprenez que les louanges appartiennent à quelqu'un d'autre, vous arrêtez de les chercher. Au dîner, la conversation tournait toujours autour de Rachel. Ses nouveaux amis, ses projets artistiques, ses rêves de devenir chanteuse. Quand j'essayais de parler du concours d'orthographe ou de la foire des sciences, maman souriait finement et disait « C'est merveilleux, ma chérie », avant de se tourner vers Rachel. « Ma puce, chante cette chanson que tu as apprise à la chorale. » Et Rachel chantait et tout le monde rayonnait. J'ai appris que le silence maintenait la paix, et que la paix était la chose la plus proche de l'amour que nous avions. En grandissant, le schéma s'est gravé plus profondément. Je suis devenu laide. Je pliais le linge, faisais la vaisselle, nettoyais la salle de bain le week-end sans qu'on me le demande. Quand maman avait mal au dos, je brossais les cheveux de Rachel avant de dormir, l'écoutant se plaindre des garçons et des devoirs pendant que maman regardait la télé. Papa passait devant la porte, faisait un pouce levé à Rachel et me disait que j'étais une bonne grande sœur. Les mots ressemblaient plus à des ordres qu'à des compliments. L'injustice n'était pas bruyante. Elle était subtile, comme un courant d'air se faufilant sous une porte fermée. Un après-midi après l'école, je suis rentré à la maison avec un certificat pour avoir remporté la première place au concours d'orthographe régional. J'ai trouvé maman dans la cuisine en train de glacer des cupcakes. « C'est merveilleux, ma chérie », a-t-elle dit, jetant à peine un coup d'œil au ruban. « Maintenant, pourrais-tu apporter ça à la classe de ta sœur ? Il célèbre sa participation au concours d'art. » Rachel n'avait même pas gagné, mais elle a eu des cupcakes et des applaudissements. J'ai eu un trajet jusqu'à son école, tenant un plateau qui sentait le sucre et la déception. Je ne pense pas que papa ait jamais eu l'intention de me faire sentir invisible. Il ne voyait tout simplement pas la différence. Le rire de Rachel remplissait la maison. Le mien restait plié dans mes cahiers. Quand elle courait vers lui avec un coude écorché, il la prenait dans ses bras. Quand je suis rentré à la maison en pleurant parce qu'un professeur m'avait accusé de tricher, il m'a dit de m'endurcir. « Tu es plus forte que ça », a-t-il dit. Je l'ai cru. Il y a eu une nuit où la vérité de tout cela s'est installée assez profondément pour rester pour toujours. J'avais 10 ans. Rachel avait ramené une feuille de travail de mathématiques couverte de marques rouges. 60%. Elle était au bord des larmes. Maman s'est assise à côté d'elle, roucoulant « Tu as fait de ton mieux, mon bébé. Allons prendre une glace. » Cette même semaine, j'avais gagné un concours de rédaction de district. Le ruban était toujours dans mon sac à dos, plié soigneusement. Personne n'a posé de questions à ce sujet, et je n'ai rien proposé. Cette nuit-là, j'étais allongé dans mon lit, écoutant le ventilateur de plafond tourner paresseusement au-dessus de moi. L'air était épais de l'odeur de déterge du linge que j'avais aidé à plier plus tôt. J'ai pensé au sourire de Rachel barbouillé de glace, à la main fière de maman sur son épaule. Je me suis demandé si l'amour avait un prix que je ne pouvais pas payer. Au fil des ans, ma place dans la famille s'est durcie en quelque chose de prévisible. Rachel,
la fille en or, ne pouvait faire aucun mal. Moi, la fiable, je ne pouvais pas me le permettre. Si elle oubliait de faire ses corvées, je prenais le relais. Si elle échouait à un cours, je lui donnais des cours particuliers. Quand elle ne respectait pas le couvre-feu, je la couvrais. Maman et papa n'avaient jamais à demander. Je le faisais simplement. Ils appelaient ça « aider ». J'appelais ça « survivre ». Au collège, Rachel a rejoint l'équipe de cheerleading. Soudain, les week-ends tournaient autour de ses horaires d'entraînement et de ses compétitions. Papa applaudissait plus fort que quiconque dans les gradins, même quand son équipe arrivait dernière. Je me souviens m'être tenu à côté de lui une fois, serrant mon sac à dos après un tournoi de débat que j'avais remporté le même jour. Il m'a ébouriffé les cheveux distraitement, ses yeux ne quittant jamais Rachel. « Regarde-la aller », a-t-il dit fièrement. J'ai regardé aussi et j'ai réalisé qu'il ne m'avait jamais regardé de cette façon. Au lycée, j'avais cessé d'essayer de rivaliser. Je me suis plongé dans les livres, les petits boulots, les bourses, tout ce qui pouvait me sortir de Midland. Rachel flottait toujours, souriante, aimée et sans cesse pardonnée. Quand elle a accidenté la voiture de maman à 16 ans, papa a dit « ce n'est qu'une erreur ». Quand j'ai eu un B+ en calcul, il a demandé ce qui n'allait pas. La confirmation finale est venue la nuit avant mon départ pour l'université. Ma valise était faite, chaque coin de ma petite chambre vidé. Maman se tenait dans l'embrasure de la porte, ses yeux déjà embués. « Tu réussiras très bien », a-t-elle dit. « N'oublie pas d'appeler. » Puis elle a ajouté, presque comme une pensée après coup. « Ta sœur va te manquer. Tu sais qu'elle dépend de toi. » Rachel est apparue derrière elle, tenant mon pull préféré. « Tu ne peux pas prendre ça », a-t-elle dit en souriant. « Il me va mieux. » Maman a ri doucement, comme si c'était une douce plaisanterie entre sœurs. J'ai laissé le pull. Quand papa m'a conduite à la gare routière le lendemain matin, le ciel était d'un rose pâle, la couleur des débuts silencieux. Il m'a tendu une petite enveloppe avec $20 à l'intérieur. « Pour les urgences », a-t-il dit. Puis, après une pause, « garde un œil sur ta sœur, même de loin. Tu sais comment elle est. » J'ai souri parce que c'était plus facile que de pleurer. « Ouais », ai-je dit. « Je sais. » Alors que le bus s'éloignait, j'ai pressé mon front contre la vitre et je les ai regardés rétrécir au loin. Maman agitant la main, Rachel bâillant, papa se retournant déjà vers la voiture. J'aurais dû me sentir libre, mais au lieu de ça, une étrange lourdeur s'est installée dans ma poitrine. Ce n'est pas que je ne les aimais pas. Je les aimais. Mais l'amour, je commençais à le comprendre, n'était pas censé ressembler à un travail. La route s'étendait devant moi, grise et sans fin, coupant à travers les champs gelés du Michigan. Le ciel semblait plus large qu'il ne l'avait jamais été, et pour la première fois de ma vie, je n'étais pas sûr si c'était réconfortant ou terrifiant. Je me suis murmuré à moi-même. Quand je reviendrai, les choses seront différentes. Mais j'avais tort. La distance n'efface pas les lignes tracées dans l'enfance. Elle vous donne juste une meilleure vue sur elle. Quand j'ai quitté la maison, je pensais marcher vers la liberté. Je ne savais pas que je portais leur poids avec moi. Et peu importe jusqu'où je courais, je pouvais toujours entendre le faible grincement de ce vélo rose résonner dans chaque choix que je ferais. L'appel est arrivé juste après minuit. J'étais à mi-chemin d'une pile de notes pour un examen à venir quand mon téléphone a vibré contre le bord de mon bureau. Le nom de maman clignotait à l'écran. Une seconde, j'ai cru que c'était une erreur. Elle n'appelait jamais si tard. Quand j'ai répondu, sa voix était tremblante. « Ton père a perdu son emploi, Émilie. Ils l'ont licencié aujourd'hui. 20 ans et ils ont juste. » Elle s'est arrêtée, le souffle coupé. Il ne veut pas parler pour l'instant. Le silence qui a suivi était si lourd qu'il faisait vibrer les murs. J'ai promis de rentrer à la maison ce week-end. Quand je suis arrivé, la maison semblait plus petite, plus sombre que dans mon souvenir. La lumière du salon était éteinte, seule la lueur de la télé se répandant sur le visage de papa alors qu'il était assis dans son fauteuil, les yeux vagues. Maman était à la table de la cuisine, triant une pile d'enveloppes, ses mains tremblant légèrement. « Ils ont supprimé tout son département », a-t-elle murmuré, comme si parler trop fort pouvait aggraver les choses. Après toutes ces années. Papa n'a pas levé les yeux. Son uniforme était toujours accroché au dos de la chaise près de la porte, froissé et propre de son dernier quart de travail.
Le bruit du four qui s'enclenchait a rempli le silence. Pendant longtemps, personne n'a parlé. Ce week-end-là, j'ai remarqué comment l'air dans la maison avait changé. Il sentait autrefois le café et le détergent. Maintenant, il sentait faiblement l'inquiétude. Les murs semblaient plus minces, chaque dispute chuchotée s'infiltrant dans mon ancienne chambre. Tard dans la nuit, je les ai entendus parler de l'assurance des factures, de l'hypothèque. On trouvera une solution, a dit maman une fois, sa voix se brisant. Mais ils ne l'ont pas fait. Papa a commencé à dormir tard, à rester dans le garage la plupart du temps, bricolant la voiture. Les chèques de paie de maman étaient petits, couvrant à peine les courses. Au moment de mon retour au campus, la pile d'avis de retard avait doublé. 2 semaines plus tard, elle a de nouveau appelé. C'est juste la facture d'électricité cette fois, a-t-elle dit rapidement avant que je puisse demander comment ils allaient. On te remboursera le mois prochain. Je travaillais à temps partiel à la bibliothèque pour 9 $ de l'heure. Mon loyer était en retard. Mes manuels scolaires toujours à crédit, mais j'ai dit oui. J'ai envoyé 200 $ cette nuit-là. Quand maman m'a appelé sa sauveuse, quelque chose en moi a ressenti de la fierté et de la culpabilité tout à la fois. Ce n'était pas le dernier appel. Le mois suivant, c'était l'assurance auto, puis la facture d'eau, puis les médicaments de papa. Chaque demande était enveloppée dans les mêmes phrases. Tu es si doué avec l'argent. Tu as toujours été responsable. Nous ne voulons pas te surcharger. À la fin de ce semestre, je n'aidais pas seulement, je gérais leur survie. Je me disais que c'était temporaire. C'est ce qu'on fait pour la famille. Mais le temporaire a une façon de devenir permanent quand on est le seul prêt à se sacrifier. Ma vie est devenue un rythme de travail, d'études, d'envoi, de travail, d'études, d'envoi. Pendant que mes amis allaient à des fêtes ou parlaient de plans de vacances de printemps, je comptais les dollars et j'attendais que mon chèque de paie soit encaissé. Le fond d'écran de mon ordinateur portable était une photo de ma famille, tous souriant à la remise des diplômes de Rachel. Certains soirs, je la fixais jusqu'à ce que l'image devienne floue. Rachel était encore au lycée, brillant toujours dans toutes les directions où je n'étais pas. Elle a rejoint l'équipe de cheerleading, est sortie avec un terminal, et rentrait tard. Quand papa ne pouvait pas se permettre de nouveaux pneus pour la voiture, maman a dit « on s'arrangera ». Rachel ne peut pas manquer l'entraînement. Ils se sont arrangés parce que j'ai envoyé l'argent pour ça. Au début, ça faisait du bien d'être nécessaire. Cela me donnait un but. Tu es notre rock, a dit maman une fois. J'ai commencé à croire qu'être utile était la même chose qu'être aimé. Puis le ton a changé. À ma dernière année d'université, les appels ressemblaient moins à des demandes qu'à des instructions. L'hypothèque est du vendredi. Peux-tu t'en occuper, maman, dirait-elle comme si j'étais le comptable en charge de leur vie. Quand j'hésitais, elle soupirait. Tu es la seule sur qui nous pouvons compter, Émilie. Tu as toujours été la responsable. Je voulais argumenter, lui dire que je me noyais aussi, mais je ne l'ai jamais fait. J'entendais papa marmonner en arrière-plan sur la façon dont les choses étaient plus faciles avant, et la culpabilité me coupait le souffle. J'ai toujours dit oui. Parfois, quand je fermais les yeux, j'entendais le rire de Rachel résonner dans cette maison, le cliquetis de sa cuillère dans le bol de céréales. J'avais regardé le son de maman lui disant à quel point elle était fière d'elle. Ces souvenirs se mêlaient au bourdonnement de mon téléphone à chaque nouveau message demandant de l'aide. Il y a eu un jour où j'ai failli craquer. Je venais de terminer un double service à la bibliothèque, suivi de 3 heures de tutorat pour des lycéens en algèbre. Mes mains sentaient l'encre d'imprimante et l'épuisement. En rentrant à la maison, un message vocal attendait. « Et chérie » a gazouillé la voix de maman. La compagnie de gaz a encore appelé. Ils ont dit qu'ils couperaient le service d'ici demain si nous ne payons pas. Tu sais à quel point ton père a froid la nuit. J'ai regardé mon solde. 83 $ sur mon compte courant. J'ai quand même transféré 75 $. Je n'ai pas fait de course cette semaine-là. Une de mes amies, Cara, a remarqué que je perdais du poids. Ça va ? A-t-elle demandé. J'ai ri pour détourner l'attention, juste occupé. Je ne lui ai pas dit que je vivais de nouilles instantanées pour que mes parents puissent garder les lumières allumées. Le mois suivant, papa m'a appelé pour la première fois depuis qu'il avait perdu son emploi. Sa voix était sèche, presque défensive. Ta mère a dit que tu étais à court ce mois-ci. Qu'est-ce qui se passe ? Tu travailles à plein temps, non ? Je suis étudiante,
papa. Je travaille à temps partiel. Eh bien, peut-être que tu devrais prendre plus d'heures. Tu es jeune. Tu peux le supporter. Cette phrase m'a frappé plus fort qu'il ne le pensait. C'était la même que j'avais entendue toute mon enfance. Tu peux le supporter. J'ai obtenu mon diplôme 2 ans plus tard. Ma toge et mon mortier semblaient lourds, non pas de fierté, mais de tout ce que je portais et que personne ne pouvait voir. Maman et papa sont venus à la cérémonie. Rachel aussi. Elle était sur son téléphone la plupart du temps, prenant des photos d'elle-même dans les gradins. Après, nous sommes allés dîner dans un restaurant familial bon marché près de l'autoroute. Papa a levé son verre de thé glacé. Nous sommes fiers de toi, ma grande. Tu vas gagner beaucoup d'argent maintenant. J'ai souri, mais à l'intérieur, quelque chose s'est fissuré. Quand l'addition est arrivée, maman m'a regardé avec attente. Tu t'en occupes, n'est-ce pas? Bien sûr, je m'en occupais. J'ai commencé mon premier emploi dans une entreprise de technologie à Détroit 3 mois plus tard. Mon chèque de paie ressemblait à la liberté jusqu'à ce que le premier email de maman arrive. Félicitations, ma chérie. Nous sommes si fiers de toi. Pourrais-tu nous aider à rattraper l'hypothèque ce mois-ci? On te remboursera dès que papa sera de nouveau sur pied. Papa n'allait pas se remettre sur pied. Il avait arrêté d'essayer. Rachel était au community college, postant des photos de brunch et de virée shopping, le tout financé par le soutien familial. Je n'ai réalisé que bien plus tard que j'étais le soutien familial. Chaque fois que je transférais de l'argent, je me disais que c'était de l'amour, que cela faisait de moi une bonne fille. Mais la vérité était plus simple. Cela me rendait obéissante. Cela maintenait la paix. Cela me maintenait petite. À l'âge de 24 ans, le schéma était gravé dans la pierre. Je payais leur hypothèque, $800 par mois, les factures, $400, le paiement de la voiture, $600, l'assurance, les téléphones et les urgences, quelques centaines de plus. Quand je regardais mes relevés bancaires, je voyais ma propre vie rétrécir pour faire de la place à la leur. Un soir, Cara est venue avec des plats à emporter. Elle a ouvert mon frigo, n'y a trouvé que de l'eau en bouteille et du yaourt périmé. Émilie, a-t-elle dit. Tu paies leurs factures, n'est-ce pas? Je me suis figé. Ils ont besoin de moi. Non, a-t-elle dit doucement. Ils t'utilisent. J'ai ri, mais ça sonnait creux. Ce sont mes parents. Elle a secoué la tête. Il y a une différence entre aider et être pris en otage. Après son départ, je me suis assise par terre à côté de mon ordinateur portable, faisant défiler mon application bancaire, retraçant chaque paiement. Les chiffres se sont brouillés. Loyer, électricité, frais de scolarité, prêts, leur hypothèque. Ma vie réduite à des colonnes et des retraits. Cette nuit-là, alors que j'étais éveillé, fixant le plafond, je me suis souvenu d'avoir 10 ans, allongé sous la lente rotation de ce même ventilateur de plafond à Midland, me demandant pourquoi mon meilleur n'était jamais suffisant. Ce n'était pas seulement une leçon d'enfance. C'était devenu ma vie. Le lendemain matin, maman a de nouveau appelé. Ma chérie, le camion de ton père est en panne. Ça coûtera environ $800 à réparer. Tu ne veux pas qu'il marche pour aller aux entretiens, n'est-ce pas? J'ai dit oui avant de pouvoir m'arrêter. Après l'appel, je me suis assise à la table de la cuisine, mon café refroidissant, fixant mon reflet sur l'écran sombre de mon ordinateur portable. Mon visage avait l'air plus vieux que 24 ans, les yeux creux. J'ai murmuré à la pièce vide, je peux le supporter. Mais la vérité, c'est que je ne le pouvais pas. Cette nuit-là, j'ai réalisé quelque chose que personne n'avait jamais dit à voix haute dans notre famille, l'amour n'était pas inconditionnel. Il était transactionnel. Quand j'ai fermé les yeux, je pouvais encore voir ce vélo rose scintiller au soleil. Le rire de Rachel résonnant dans la rue. J'ai enfin compris, je pédalais pour tout le monde depuis. L'indépendance a duré exactement 3 jours. Quand j'ai eu mon premier vrai travail à Détroit, je pensais avoir enfin échappé à l'ombre de cette vieille maison bleue. La voix de maman était chaude et douce, du genre qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Nous sommes si fiers de toi, ma chérie. Ton père a raconté à tout le monde à l'église ton nouveau poste. Elle a ri légèrement, puis son ton s'est adouci. Au fait, le paiement de l'hypothèque est dû, et ça a été un mois difficile avec les factures. On te remboursera bientôt. Je n'ai même pas hésité.
Bien sûr, ai-je dit. Je m'en occupe. C'est comme ça que ça commençait toujours, avec un petit éloge avant la demande. La première année à Détroit a été un tourbillon de travail et de dépôt. J'ai fait des feuilles de calcul pour suivre les factures, hypothèque, eau, gaz, internet, le paiement de la voiture. Mon salaire passait directement de mon compte au leur. Au début, cela me donnait un sentiment de responsabilité, d'utilité, comme si je faisais quelque chose qui comptait. Mais au fil des mois et des années, j'ai remarqué le schéma. Chaque fois que je progressais, chaque fois que je commençais à économiser, ils avaient besoin d'autre chose. Une réparation de toit, des frais médicaux, des impôts. C'est juste pour cette fois, disait maman. Tu es une telle bénédiction, Émilie. Une bénédiction. Ce mot a commencé à me peser, comme une chaîne faite de gentillesse. Rachel vivait une histoire complètement différente. Après sa tentative tiède au community college, elle a décidé de se trouver. Sa dernière idée était une boutique en ligne, quelque chose qui, selon elle, autonomiserait les femmes grâce à la mode durable. Maman trouvait ça brillant. Papa se vantait de son esprit d'entreprise. Ils ont même contracté un petit prêt pour l'aider à démarrer. La boutique a duré 4 mois. Quand elle a échoué, elle a haussé les épaules et a dit, au moins, j'ai essayé. Ils l'ont qualifiée de courageuse. Quand j'ai exprimé mes inquiétudes au sujet de la dette, maman a dit doucement, ta sœur a juste besoin d'un peu de temps. C'est la créative. Tu as toujours été la pragmatique. Cette phrase est restée dans ma tête pendant des semaines. Un samedi, je suis retourné à Grand Rapide avec des courses et des enveloppes d'argent. La maison avait l'air plus vieille, le revêtement s'écaillant près du porche. À l'intérieur, ça sentait le nettoyant au citron et l'attention. Papa était dans son fauteuil, regardant le football. Maman était dans la cuisine, tablier enfilé, fredonnant comme l'hôtesse parfaite. Regardez qui est là, a-t-elle dit en souriant crispement quand je suis entré. Tu n'avais pas besoin d'apporter tout ça. Je voulais aider, ai-je dit. Rachel est apparue quelques minutes plus tard, faisant tournoyer une nouvelle veste en cuir sur ses épaules. Devinez quoi? Je l'ai trouvée en solde. Elle s'est tournée devant papa, qui a ri et a dit, c'est ma fille. Ils n'ont pas remarqué les cernes sous mes yeux ni les sacs de course qui me coupaient les mains. Pendant le dîner, maman a demandé, comment va le travail? Bien, ai-je dit prudemment. On vient de boucler un gros projet. Mon manager a laissé entendre une promotion au prochain trimestre. Elle a hoché la tête distraitement. C'est merveilleux. En parlant de ça, la saison des impôts approche. Penses-tu que tu pourrais nous aider avec la facture de la propriété cette année? C'est juste temporaire. J'ai fixé mon assiette, la purée de pommes de terre devenant floue. Ouais, ai-je dit doucement. Je peux aider. Après le dîner, alors que je faisais la vaisselle, j'ai entendu papa et Rachel rire dans le salon. Rachel parlait de lancer un podcast. Ça va être énorme, a-t-elle dit. Tout le monde s'intéresse au bien-être maintenant. Maman s'est jointe à la conversation, lui disant qu'elle devrait quitter son emploi à temps partiel pour se concentrer dessus. Personne n'a demandé comment s'était passé mon projet. Personne n'a demandé comment j'allais. En rentrant à Détroit cette nuit-là, j'ai gardé la radio éteinte. Le silence était épais et familier. J'ai pensé au chèque que j'avais laissé sur le comptoir, plié soigneusement sous la salière. $800, juste assez pour garder leurs lumières allumées. La semaine suivante, j'ai retrouvé Lorraine pour un verre de vin dans un petit bar près de mon appartement. C'était la seule personne à qui je faisais assez confiance pour dire la vérité. J'ai l'impression de vivre deux vies, ai-je dit en faisant tourner la dernière gorgée dans mon verre. Au travail, je suis respecté. À la maison, je suis toujours l'enfant qui paie pour tout et à qui on dit d'être reconnaissante. Lorraine s'est penchée en avant, ses yeux bruns vifs et gentils. Tu ne les aides pas, monsieur, tu les encourages. J'ai froncé les sourcils. Ce sont mes parents. Il y a une différence entre aider et être utilisé, a-t-elle dit. Tu ne leur dois pas ton avenir. Je voulais argumenter, mais je n'ai pas trouvé les mots. Elle avait raison. Chaque dollar que j'envoyais à la maison était un morceau de ma propre vie que je reportais. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi et j'ai ouvert mon application bancaire. Ligne après ligne de virements défilaient sur l'écran. Hypothèque, facture, assurance, voiture. Mon propre paiement de loyer semblait petit et insignifiant à côté.
30 000 $ par an. 8 ans. Près d'un quart de million envolé. Je suis resté là à regarder le total, le cœur battant. Cet argent aurait pu être un acompte sur une maison, un fonds d'épargne, un voyage à l'étranger, une vie. Au lieu de ça, il s'était évaporé dans le confort de quelqu'un d'autre. Le lendemain, j'ai appelé maman, déterminé à tracer une ligne. Et, j'ai commencé prudemment. J'ai besoin de parler des paiements. Je ne peux pas continuer. Avant que je puisse finir, elle a soupiré, exaspérée. Oh, Émilie, ne commence pas. Tu sais comment ton père devient quand les factures s'accumulent. Tu es la seule sur qui nous pouvons compter. J'essaie de construire quelque chose pour moi aussi, ai-je dit. Je sais, ma chérie, a-t-elle répondu sur ce ton doux et condescendant. Tu es juste si douée pour tout équilibrer. Tu es forte. Rachel n'est pas comme toi. Elle a besoin de plus de soutien. J'ai raccroché, me sentant plus petite qu'au début. Les semaines ont passé au même rythme. Travailler, envoyer, dormir, sourire, répéter. Les promotions sont venues, mais le soulagement jamais. Chaque succès que j'avais se transformait en une nouvelle excuse pour qu'il demande plus. Parfois, tard dans la nuit, je faisais défiler l'Instagram de Rachel. Des photos de brunch, de road trips, de week-end. Sous chacune, maman commentait avec des cœurs et des émojis. Si fier de toi, mon bébé. Je n'ai pas eu de cœur. J'ai eu des reçus. Un vendredi, mon patron s'est arrêté à mon bureau après une longue semaine. Tu as fait un travail incroyable, Émilie, a-t-il dit. Nous avons de la chance de t'avoir. Un instant, je me suis sentie légère, vue. Puis mon téléphone a vibré. Maman. Le prêt auto est encore en retard. S'il te plaît, envoie-le avant le week-end. La chaleur dans ma poitrine a disparu. Ce week-end-là, Lorraine est venue avec des plats à emporter et une bouteille de vin. Je lui ai tout raconté. Comment je ne me souvenais pas de la dernière fois que mes parents avaient dit merci. Comment chaque appel commençait par un besoin. Elle a écouté en silence, puis a dit, tu as passé toute ta vie à gagner leur amour. Tu l'as déjà payé. Arrête de les laisser te facturer des intérêts. Ces mots ont atterri comme un coup de poing et une prière en même temps. Après son départ, je me suis assise seule dans mon appartement, fixant la fenêtre sombre. La ville à l'extérieur était vivante, néons, voitures, rires. Je me sentais comme un fantôme regardant la vie arriver aux autres. J'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit une seule ligne. On ne peut pas acheter l'amour avec des sacrifices. Cela semblait trop simple pour être vrai, mais peut-être que la simplicité était ce qui m'avait manqué. Le lendemain matin, j'ai appelé la banque et j'ai mis en place des virements automatiques, cette fois vers mon propre compte d'épargne. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début, une promesse secrète à moi-même. Pourtant, le cycle ne s'est pas arrêté. La culpabilité ne s'est pas estompée du jour au lendemain. Chaque fois que maman appelait, je répondais. Chaque fois que papa se plaignait des factures, je les payais. Mais quelque chose en moi avait changé. J'avais cessé de croire que leurs besoins étaient de ma faute. Je commençais à voir la vérité. Je n'étais pas une bénédiction. J'étais une ressource. Et même les ressources s'épuisent. Cette nuit-là, en éteignant les lumières de mon appartement, j'ai murmuré dans l'obscurité, tu peux le supporter. Les mots ne ressemblaient plus à du réconfort. Ils ressemblaient à un avertissement. Dans le silence qui a suivi, j'ai réalisé que j'avais vécu dans leur ombre si longtemps que j'avais oublié comment me tenir dans ma propre lumière. Lorraine est arrivée un samedi après-midi avec un sac en papier plein de nourriture thaïlandaise et ce regard qu'elle avait toujours quand elle savait que je faisais semblant. Laisse-moi deviner, a-t-elle dit en enlevant ses bottes. Tu as encore mangé des plats à emporter à ton bureau, et ton téléphone n'a pas arrêté de vibrer. J'ai souri faiblement et j'ai fait un geste vers la table de la cuisine. Ça va. Le travail a juste été fou. Le travail, a-t-elle répété d'un ton plat. Ou tes parents? La vérité m'a échappé avant que je puisse l'arrêter. Ils avaient encore besoin d'aide. Lorraine n'a pas répondu tout de suite. Elle a déballé la nourriture, a placé les contenants proprement sur la table, et m'a finalement regardé. Combien cette fois? 800, pour la voiture? Ta voiture ou la leur? J'ai hésité. C'était une réponse suffisante. Lorraine a soupiré. Émilie,
ce n'est pas durable. Tu n'es pas un distributeur automatique. Je me suis assise en face d'elle, picorant mes nouilles. Ce n'est pas comme ça. Ils ont juste besoin d'un peu d'aide jusqu'à ce que les choses s'arrangent. Ses sourcils se sont haussés. Tu dis ça depuis près d'une décennie. Les choses ne se sont pas arrangées. Ils ont appris que tu réparais tout à chaque fois. Je voulais argumenter, mais ma gorge s'est serrée. Ce sont mes parents. Je ne peux pas simplement arrêter de les aider. Lorraine s'est penchée en avant, sa voix douce mais tranchante. Si, tu le peux. Tu ne veux simplement pas faire face à ce qui se passera si tu le fais. Le silence entre nous s'est étiré, épais et lourd. Dehors, la neige avait commencé à tomber. Des flocons silencieux dérivant devant la fenêtre. Je les ai regardés et j'ai dit, si je ne paie pas, ils perdront la maison. Je ne peux pas laisser ça arriver. Elle a poussé son assiette de côté. Tu ne les sauves pas, monsieur, tu sauves leur confort au détriment de ta propre vie. J'ai baissé les yeux sur mes mains. La peau autour de mes ongles était à vif à force de ronger nerveusement. Ils s'effondreraient sans moi. Lorraine a expiré en secouant la tête. C'est l'histoire qu'ils t'ont vendue depuis que tu es enfant. Qu'ils sont fragiles et que tu es la forte. Mais tout ce que ça veut dire, c'est qu'ils t'ont rendu responsable de tout ce qu'ils refusent d'affronter. Je n'ai pas répondu. L'air sentait la citronnelle et la culpabilité. Après le dîner, elle s'est promenée dans le salon pendant que je nettoyais les assiettes. Quand je suis revenu, elle se tenait devant ma bibliothèque, tenant un petit bocal en verre. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé en le secouant doucement. Les pièces ont cliqueté contre le verre. « Oh » ai-je dit rapidement en m'essuyant les mains sur une serviette. « C'est mon fonds d'urgence. » Lorraine a tourné le bocal dans ses mains, plissant les yeux devant l'étiquette au marqueur noir. « Fonds d'urgence » a-t-elle répété lentement. « Pour toi ?» J'ai hésité. « Pour eux. Tu sais, juste au cas où quelque chose arriverait. Je mets un peu de côté chaque mois pour ne pas être prise au dépourvu. » Elle m'a regardé, l'expression illisible. Puis elle a posé le bocal sur la table basse et a dit doucement, « Ce n'est pas un fonds d'urgence, Émilie. C'est ton bocal à culpabilité. » Les mots ont atterri comme une gifle. « Mon quoi ? » Ton bocal à culpabilité, a-t-elle répété. Tu économises de l'argent pour pouvoir continuer à payer pour leur chaos. Chaque dollar là-dedans n'est pas pour les urgences. C'est un acompte sur ta peur de les décevoir. Ce n'est pas juste, ai-je dit, ma voix tremblante. Je suis juste responsable. Lorraine s'est assise en repliant ses jambes sous elle. Responsable de qui ? Tu les portes depuis que tu es à peine adulte. Tu appelles ça de la loyauté, mais c'est du contrôle. Ils t'ont dressé à croire que ta valeur vient du fait de réparer ce qu'ils cassent. Je me suis enfoncé dans le canapé, fixant le bocal. Les pièces à l'intérieur brillaient sous la lampe. Ils m'aiment, ai-je dit doucement. Ils ont juste besoin de moi. Elle m'a regardé gentiment, mais n'a pas scié. Non, ils ont besoin de ta fiabilité. Ce n'est pas la même chose que l'amour. Quelque chose en moi s'est fissuré, juste un peu. Je voulais argumenter, les défendre, mais les mots sont sortis plus petits que prévu. Si j'arrêtais d'aider, ils me détesteraient. Peut-être, a-t-elle dit. Mais ce n'est pas de l'amour non plus. Le silence qui a suivi était insupportable. Je pouvais entendre le faible bourdonnement du réfrigérateur, le tic-tac de l'horloge sur le mur, le lent goutte-à-goutte de la neige fondante à l'extérieur. J'ai pensé à toutes les années que j'avais passées à virer de l'argent. Les nuits où j'étais resté éveillé à transférer des fonds au lieu de dormir, la façon dont les voix de mes parents s'adoucissaient juste avant de demander quelque chose. Lorraine a tendu la main et a touché la mienne. Tu mérites de vivre une vie qui n'est pas mesurée par leurs urgences. Des larmes me sont montées aux yeux. Tu ne comprends pas, Lorraine. Ils m'ont tout donné. Elle a incliné la tête. Vraiment ? Où ont-ils tout donné à Rachel pendant que tu te débrouillais toute seule ? Ces mots ont coulé comme une pierre dans ma poitrine. Des images ont défilé derrière mes yeux. Le vélo rose, le dîner de remise des diplômes que j'ai payés, les chèques que j'ai laissés sous les salières. Chaque moment d'humiliation silencieuse déguisé en devoir. J'ai essuyé mes joues avec le dos de ma main. Tu fais comme si c'était si simple. Ce n'est pas simple, a-t-elle dit. Mais c'est nécessaire. Nous sommes restés assises là longtemps sans parler.
La neige à l'extérieur s'est épaissie, recouvrant la rue de blanc. Je l'ai regardé tomber à travers la fenêtre, chaque flocon atterrissant silencieusement, recouvrant tout de manière égale. Pour une fois, rien n'était favorisé, rien n'était ignoré. Quand Lorraine s'est finalement levée pour partir, elle s'est arrêtée près de la porte. Je ne dis pas de les couper ce soir. Je dis de réfléchir à ce que signifie « assez ». Tu as passé des années à te demander combien tu pouvais donner. Peut-être qu'il est temps de te demander combien tu peux garder. Après son départ, l'appartement semblait trop silencieux. Le bocal était toujours sur la table, à moitié plein, reflétant la lumière de la lampe. Je l'ai pris, je l'ai tourné dans mes mains. Le verre était frais, toutes les pièces à l'intérieur se déplaçant doucement. Ça ne ressemblait pas à de la culpabilité. Ça ressemblait à une habitude. Je l'ai porté jusqu'à l'étagère et je l'ai remis à sa place. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de le regarder. En allant me coucher, j'ai rêvé que j'étais de retour dans ma chambre d'enfant, celle avec le ventilateur de plafond qui ne s'arrêtait jamais de tourner. Les murs étaient tapissés de bocaux, des centaines, chacun étiqueté, hypothèque, voiture, facture, urgence. La voix de ma mère résonnait dans le noir. Tu es forte, Émilie. Tu peux le supporter. Je me suis réveillé la poitrine serrée et le mot « culpabilité » résonnant encore dans ma tête. Le lendemain matin, le téléphone a sonné pendant que je préparais du café. Le numéro de maman. J'ai fixé l'écran longtemps avant de répondre. « Salut, ma chérie », a-t-elle dit d'un ton enjoué. « On a un petit problème. Le chauffage est encore en panne et il fait un froid de canard dans la maison. » Mes yeux se sont tournés vers le bocal sur l'étagère. Il semblait briller sous la lumière du matin. « Peux-tu nous aider juste cette fois ?» a-t-elle demandé. « On te remboursera quand le remboursement d'impôt arrivera. » Je pouvais presque entendre la voix de Lorraine dans ma tête. « Ce n'est pas un fonds d'urgence. C'est ton bocal à culpabilité. » Ma main a plané au-dessus de l'ordinateur portable où je me connectais habituellement pour transférer de l'argent. Je pouvais sentir le poids de chaque « oui » que j'avais jamais dit. Mais les vieux réflexes ont la vie dure. Je m'en occupe, ai-je dit doucement. À la fin de l'appel, je me suis assise à la table de la cuisine, mon café refroidissant, fixant le bocal. Je le détestais. Je détestais de ne pas pouvoir m'arrêter. Mais sous la haine, il y avait autre chose, la prise de conscience. Plus tard dans la soirée, Lorraine m'a envoyé un texto. « Comment vas-tu » J'ai tapé et supprimé 3 réponses différentes avant de me décider pour la vérité. J'ai cédé. Mais je pense que je vois enfin clair maintenant. Elle a répondu d'une seule ligne. C'est le premier pas, cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. La ville à l'extérieur bourdonnait de vie, mais mon appartement était toujours enveloppé de silence. Le bocal sur l'étagère attrapait un filet de lumière de la rue à travers les stores, brillant faiblement comme un avertissement ou une promesse. Pendant des années, j'avais pensé que c'était la preuve que j'étais responsable, que je me souciais. Maintenant, ça ressemblait à la preuve d'un crime que je continuais de commettre contre moi-même. Je me suis levé, je me suis approché et j'ai pressé mes doigts contre le verre. Les pièces à l'intérieur étaient froides, le métal tranchant contre la surface. Que se passerait-il si j'arrêtais, ai-je murmuré. La pièce n'a pas répondu, mais la question est restée, lourde et réelle, suspendue dans l'air longtemps après que j'ai éteint la lumière. Au moment où décembre est arrivé, Détroit s'était déjà installé dans son rythme hivernal. Ciel gris, trottoir gelé, et une haleine qui restait en suspens dans l'air comme de la fumée. J'étais fatigué, du genre de fatigue qui ne disparaît pas après un week-end ou une bonne nuit de sommeil. L'épuisement vivait quelque part plus profondément, entre mes côtes, comme une pierre que je ne pouvais pas poser. Au travail, les choses allaient mieux que jamais. Notre équipe FinTech venait de lancer une mise à jour majeure de la plateforme en avance sur le calendrier, et mon patron n'arrêtait pas de faire allusion à une promotion pour la nouvelle année. Mes collègues préparaient la fête de Noël du bureau, parlant de primes et de vacances. J'ai souri et hoché la tête à travers tout ça, mais à l'intérieur, je sentais déjà le prochain appel arriver. Celui qui me rappellerait que, peu importe jusqu'où je courais, j'étais toujours attaché à la maison de Grand Rapide. Il est arrivé ce vendredi soir. Le nom de maman a illuminé mon téléphone alors que je sortais du bureau, la neige commençant à tomber en flocons doux et blancs. J'ai hésité avant de répondre, mais la culpabilité l'emporte toujours sur le silence. « Salut, ma chérie », a-t-elle dit, son ton enjoué et décontracté.
On pensait que ce serait bien si tu organisais Noël cette année. Ton appartement a un si bel agencement, et ton père se sent un peu à l'étroit dans la maison ces derniers temps. J'ai fixé le téléphone. Tu veux que j'organise Noël? Oui, ce sera merveilleux. Tu peux cuisiner, décorer, inviter tout le monde. On aidera, bien sûr. Je savais ce que « aider » signifiait. Cela signifiait qu'il se présenterait et critiquerait chaque décision que je prendrais. Cela signifiait que je paierais pour tout. Pourtant, j'ai dit oui. J'ai toujours dit oui. Cette nuit-là, je me suis assise à ma table de cuisine, faisant des listes. Dinde, jambon, légumes, tartes, bon vin. J'ai même noté des bougies et des branches de pin pour la table. Quelque part entre la sauce au canneberge et les petits pains, j'ai réalisé que j'avais écrit le mot « parfait » 3 fois dans les marges. Lorraine est venue avec moi à l'épicerie ce week-end. J'ai poussé le chariot pendant qu'elle croisait les bras, regardant le total grimper à chaque allée. Tu te rends compte qu'aucun d'eux n'appréciera ça, n'est-ce pas? J'ai forcé un sourire. C'est Noël. Peut-être que cette année sera différente. Elle a secoué la tête. Tu n'arrêtes pas de dire ça. J'ai haussé les épaules, faisant semblant de ne pas l'entendre. J'ai dépensé plus de 400 $ ce jour-là. Mon compte en banque a baissé plus que je ne voulais le voir, mais l'idée d'un jour férié paisible, Justin, semblait en valoir la peine. Je voulais croire que la générosité pouvait encore arranger les choses. 3 jours avant Noël, maman a de nouveau appelé. Sa voix était légère, presque répétée. On a discuté, ma chérie, et il serait peut-être préférable de faire Noël ici, à la maison. Ton père préfère être à la maison pour les fêtes, et tante Barbara veut revoir l'endroit. Je me suis figé, regardant les sacs de courses que j'avais déjà commencé à préparer. Mais maman, je planifie depuis des semaines. J'ai tout acheté. Oh, ne t'inquiète pas, apporte simplement tout ici. Ce sera plus chaleureux. À la fin de l'appel, je me suis assise au comptoir de ma cuisine en silence. Je voulais crier, jeter quelque chose, lui dire non. Au lieu de ça, j'ai pris une profonde inspiration et je me suis dit que ce n'était pas grave. Je porterai tout là-bas. Je m'arrangerai. Cette semaine-là, au travail, mon patron m'a félicité pour mon leadership et a de nouveau fait allusion à la promotion. Mon équipe a applaudi. J'ai souri. Puis mon téléphone a vibré avec un texto de Rachel. J'ai hâte d'être à Noël. J'ai une surprise pour tout le monde. Le timing était cruel. Le matin de Noël, j'ai chargé ma voiture de plateaux de nourriture préparée, de bouteilles de vin enveloppées dans des serviettes, et de tartes soigneusement recouvertes de papier d'aluminium. Des rafales de neige balayaient l'autoroute alors que je conduisais vers Grand Rapide, serrant fermement le volant. Plus je me rapprochais, plus l'air semblait lourd. Leur maison avait la même apparence, vieux revêtements, lumières inégales enfilées le long du porche. Le camion de papa était garé de travers dans l'allée. Je me suis garé, j'ai porté la première charge de sacs jusqu'aux marches, et j'ai frappé avec mon coude. Papa a ouvert la porte après une longue pause. Il a regardé les sacs, puis moi. Tu bloques l'allée. Rachel doit se garer là quand elle arrivera. Pas de « Joyeux Noël ». Pas de « Laisse-moi t'aider ». À l'intérieur, maman est apparue dans l'embrasure de la cuisine, s'essuyant les mains sur une serviette. Eh bien, regarde-toi toute pomponnée. Certains d'entre nous cuisinent depuis 6 heures ce matin. J'ai forcé un sourire. J'ai tout apporté préparé. J'ai juste besoin du four. Le four est plein, a-t-elle dit en se retournant vers la cuisinière. Tu sais que ton père n'aime que ma farce. Je suis resté là avec mes plateaux soigneusement emballés et j'ai senti le poids de tout ça. Tout l'argent, l'effort, le silence. Puis j'ai noué un tablier et j'ai commencé à travailler quand même, parce que c'est ce que je faisais. Je travaillais. L'après-midi s'est estompé en une série de petites humiliations. Chaque commentaire une coupure de papier. N'assaisonne pas trop les pommes de terre. La prochaine fois, garde les serviettes simples. Cette voiture à toi semble chic pour quelqu'un de ton âge. Papa a attrapé une bière dans le frigo et a marmonné, tu devrais économiser, pas jeter de l'argent dans la nourriture. Je voulais lui rappeler qui payait leur hypothèque, leur voiture, leur électricité, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Quand la sonnette a retenti, tout le visage de maman s'est illuminé. Ils sont là. Tante Barbara et oncle Georges sont entrés avec des sourires et des cadeaux,
suivis de leur fille, Nathalie. L'air s'est réchauffé instantanément, non pas à cause de la famille, mais à cause du charme soudain de maman. « Oh, Barbara, tu es magnifique. Entrez, entrez. » Je me tenais près de la porte de la cuisine, de nouveau invisible. Nathalie est venue aider, chuchotant, « Ta table est magnifique. » La petite gentillesse m'a presque défaite, mais la paix n'a pas duré. La porte d'entrée s'est de nouveau ouverte, cette fois avec un éclat de rire qui a traversé la maison. Rachel. Elle a respiré comme si l'endroit lui appartenait, nouvelle botte, manteau de marque, ce parfum inimitable qui criait l'argent qu'elle n'avait pas gagné. Papa s'est levé immédiatement, souriant jusqu'aux oreilles. Voilà ma star. Maman l'a serré si fort dans ses bras qu'on aurait dit qu'elle avait attendu ce moment toute la journée. Rachel a rejeté ses cheveux en arrière, arborant son sourire parfait. Désolé d'être en retard. J'ai dû m'arrêter chez un ami pour parler de ma nouvelle idée d'entreprise. Les mots ont frappé comme une mauvaise blague que j'avais déjà entendue. Pendant le dîner, Rachel a dominé la conversation. Elle a parlé de sa nouvelle application de fitness qui allait révolutionner les entraînements à domicile. Maman et papa se sont penchés, hochant la tête comme si elle dévoilait un chef-d'œuvre. Je suis restée silencieuse pendant que les plats passaient, mon appétit disparut. Quand elle a commencé à expliquer qu'elle n'avait besoin que de 40 000 $ pour se lancer correctement, quelque chose en moi a craqué. Qu'est-ce qui la différencie des centaines d'autres applications de fitness déjà existantes, ai-je demandé. Mon ton était calme, curieux. Rachel a agité sa fourchette avec dédain. Tu ne comprendrais pas. Tu es coincé dans ton petit monde de bureau. Moi, je prends des risques. Maman m'a lancé un regard d'avertissement. Ne gâche pas Noël, Émilie. Laisse ta sœur partager son rêve. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du cliquetis de l'argenterie. Rachel a souri narquoisement. Tu es juste jalouse. Tu ne feras jamais rien d'extraordinaire. J'ai senti la chaleur me monter au visage. Extraordinaire comme la boutique, le podcast ou le groupe crypto qui a fait perdre de l'argent à tout le monde? Papa a frappé la table de sa main. Assez. Mais il était trop tard. Des années de silence avalé ont débordé. Depuis 8 ans, je paie pour cette maison. 800 $ par mois pour l'hypothèque, 400 $ pour les factures, 600 $ pour votre voiture, plus l'assurance, les téléphones, Internet, tout ça. 30 000 $ par an. $250 000 et vous me traitez encore comme si je n'appartenais pas à la famille. Chaque fourchette s'est figée. Tante Barbara a eu le souffle coupé. Nathalie m'a regardé, les yeux écarquillés. Le visage de maman s'est vidé de sa couleur. Tu penses que payer les factures fait de toi de la famille, a tonné la voix de papa. Sors. Tu n'es pas la bienvenue ici. Les mots ont résonné dans mes oreilles, secs et définitifs. Maman s'est penchée en avant, sa voix basse et douce comme du venin. Tu es juste jalouse de ta sœur. Quelque chose en moi s'est brisé, et pour une fois, ça n'a pas fait mal. Je me suis levé, j'ai repoussé ma chaise lentement, et j'ai dit, alors, quelle paie les 12 800 $? Le silence qui a suivi a été le son le plus fort que j'ai jamais entendu. Le visage de Rachel est devenu rouge, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans aucun mot. Tante Barbara a murmuré mon nom, mais je ne me suis pas arrêté. J'ai posé ma serviette sur la table, j'ai redressé mon manteau et j'ai dit, j'en ai assez de faire semblant. Papa a crié quelque chose derrière moi alors que je descendais le couloir, mais sa voix semblait lointaine. Nathalie m'a rattrapé près de la porte, ses yeux brillants. Ne les laisse pas te faire sentir petite, a-t-elle chuchoté. J'ai réussi un faible sourire. Je ne le ferai pas, dehors, le froid m'a frappé comme un baptême. Je suis resté là longtemps, regardant la neige tourbillonner sous les lampadaires, le son des cris étouffés s'échappant encore de la maison derrière moi. Puis je suis allé à ma voiture, j'ai démarré le moteur et j'ai conduit. L'autoroute s'étendait devant moi, sombre et sans fin. Mon reflet dans la vitre avait l'air calme, presque inconnu. J'ai murmuré à nouveau les mots, juste pour les entendre à voix haute. Alors, quelle paie les 12 800 $? Et pour la première fois de ma vie, le silence qui a suivi m'a semblé être la paix. Le son de mes pneus sur la route mouillée était la seule chose qui me maintenait ancré. La neige avait recommencé à tomber. De fines lignes blanches zébrant le pare-brise alors que les essuie-glaces peinaient à suivre. J'ai gardé les yeux fixés sur l'autoroute devant moi,
les lignes jaunes se brouillant à travers des larmes que je ne me souvenais pas avoir commencé à verser. Le chauffage bourdonnait doucement, embuant les coins de la vitre. Et pour la première fois depuis des années, je n'avais nulle part où aller, personne ne m'attendait, aucune raison de faire demi-tour. Les mots du dîner résonnaient comme des fantômes dans ma tête. Sors. Tu n'es pas de la famille. Tu es juste jalouse. Chacun frappait plus fort que le précédent jusqu'à ce qu'il cesse de ressembler à mes parents et commence à ressembler à un cœur que j'entendais depuis toute ma vie. Je ne sais pas combien de temps j'ai conduit. Peut-être 1 heure, peut-être plus. Les rues à l'extérieur de Détroit étaient presque vides, les lumières de la ville s'estompant derrière moi alors que je suivais la longue courbe de la route fluviale. Quand mes mains ont commencé à trembler trop pour diriger, je me suis arrêté dans un petit parking surplombant l'eau. La rivière était à moitié gelée, une plaque d'argent sous le ciel sombre. J'ai coupé le moteur. Le silence a frappé comme un accident. Au début, je suis juste resté là à respirer, sans penser. Le monde extérieur semblait irréel, comme une boule à neige que quelqu'un aurait oublié de secouer. Mon reflet dans le rétroviseur semblait tout aussi vide, yeux rouges, cheveux emmêlés, joues striées de sel et de mascara. Puis les tremblements ont commencé. Pas à cause du froid, mais à cause de tout ce que j'avais retenu. Les années de travail, de dons, de paiements, d'excuses, d'essais. J'ai pressé mes paumes contre le volant jusqu'à ce que mes jointures deviennent blanches et j'ai murmuré à personne, j'ai tout payé. Et ce n'était toujours pas assez. Les mots ont fissuré quelque chose en moi. Les larmes sont venues, dures et rapides. Je les ai laissées couler pour une fois. Je n'ai pas essayé de les cacher ou de les ravaler. J'ai pleuré jusqu'à ce que ma poitrine me fasse mal, jusqu'à ce que ma gorge me brûle. Puis j'ai crié. Un son brut, sans mots, qui a déchiré le petit espace de la voiture, embuant les vitres, me revenant en écho. Quand la dernière goutte s'est écoulée, je me suis senti vide, comme si la partie de moi qui maintenait la paix était enfin morte. J'ai dû rester là 1 autre heure, regardant la neige s'accumuler sur le capot jusqu'à ce qu'un coup à la vitre me fasse sursauter. C'était Lorraine. Son visage était pâle à cause du froid, encadré par la neige qui tombait, son souffle embuant la vitre. J'ai baissé la vitre juste assez pour que sa voix m'atteigne. J'ai suivi ton téléphone, a-t-elle dit, sa voix tremblante. Tu n'as pas répondu à mes appels. J'ai eu peur. J'ai cligné des yeux, confuse. Comment as-tu su? Tu m'as envoyé un texto avant le dîner, a-t-elle dit doucement. Je savais que quelque chose allait se passer. Elle a ouvert la porte passager et est montée sans attendre la permission, se frottant les mains. Jésus, il fait un froid de canard. Mais le chauffage. Je l'ai fait. La voiture s'est remplie du faible bourdonnement des bouches d'aération, l'air se réchauffant lentement entre nous. Pendant longtemps, aucune de nous n'a parlé. Lorraine m'a jeté un coup d'œil, scrutant mon visage. Alors, je demande ce qui s'est passé ou je reste assise ici jusqu'à ce que tu sois prête? J'ai esquissé un rire brisé. Tu ne me croirais pas si je te le disais. Essaie-moi. Alors, je l'ai fait. Je lui ai tout raconté. Le dîner, l'application, les insultes, les cris, la façon dont le poing de papa a frappé la table, la façon dont maman s'est penchée et a murmuré ces mots comme du poison. La façon dont Rachel a souri narquoisement comme si elle avait gagné. Et enfin, ce que j'ai dit avant de partir. Quand je suis arrivé à la partie sur les 12 800 $, les yeux de Lorraine se sont agrandis. Tu as dit ça devant tout le monde? Chacun d'entre eux, ai-je dit doucement. Tante Barbara, oncle Georges, Nathalie, ils ont tous entendu. Lorraine a expiré, un petit sourire incrédule se formant sur ses lèvres. Bien. Il était temps que quelqu'un leur dise la vérité. J'ai secoué la tête. Ça n'a pas fait du bien. Ça m'a juste semblé vide, comme si j'avais attendu toute ma vie pour dire quelque chose qui n'aurait jamais dû avoir besoin d'être dit. Lorraine s'est approchée, posant une main sur mon bras. Ce n'est pas du vide, monsieur, c'est de l'espace. Tu t'es enfin fait de la place. J'ai regardé la rivière, la surface gelée et immobile. Ils me détestent maintenant. Ils ne t'ont jamais aimé comme tu le méritais, a-t-elle dit simplement. Les mots ont frappé plus fort que prévu. Je me suis tourné vers elle, ma voix à peine un murmure. Ce sont toujours mes parents. Lorraine a hoché la tête. Et ça ne veut pas dire qu'ils ont le droit de te détruire. Pendant un moment,
le seul son était le bourdonnement de la voiture et le faible murmure du vent à l'extérieur. Puis elle s'est penchée en avant, tirant mon ordinateur portable de la banquette arrière. Tu as dit que tu payais tout, n'est-ce pas? L'hypothèque, les voitures, l'assurance? J'ai hoché la tête en essuyant mes yeux. Ouais, tout. Elle l'a ouvert et l'a posé sur la console entre nous. La lueur de l'écran a éclairé nos visages. Alors montre-moi. Montre-moi exactement ce que tu as fait. J'ai hésité, mais quelque chose dans son ton m'a fait obéir. J'ai ouvert mon application bancaire, faisant défiler les transactions. Hypothèque, facture, paiement de voiture, année après année, tout à mon nom. La mâchoire de Lorraine s'est crispée en regardant. Jésus, Émilie, a-t-elle dit doucement. Ce n'est pas de l'aide. C'est de l'esclavage financier. J'ai ri faiblement. N'adoucis pas les choses. Ne plaisante pas avec ça, a-t-elle lancé, puis s'est adoucie. Tu as porté 3 adultes sur ton dos. Ils t'ont laissé faire. Ils s'attendaient à ce que tu le fasses. Le curseur clignotait dans le coin de l'écran. J'ai ouvert une feuille de calcul et j'ai commencé à taper chaque dépense, chaque année. Quand j'ai terminé, mes mains tremblaient. 30 000 $ par an, a murmuré Lorraine en lisant le total. Pendant 8 ans. C'est $250 000, ai-je dit. Nous avons toutes les deux regardé le chiffre. C'est ta maison, a-t-elle chuchoté. Ton avenir, ta vie. Je me suis penché en arrière sur mon siège, la lueur de l'ordinateur portable se reflétant dans mes yeux fatigués. C'est ma preuve. Lorraine a incliné la tête. Preuve de quoi? Que je n'étais pas folle, ai-je dit. Que toutes ces années où je pensais être dramatique ou égoïste de me sentir utilisé, je ne l'étais pas. C'est ça. C'est juste là. Je leur ai tout donné et ils m'ont quand même dit de sortir. Elle est restée silencieuse longtemps avant de dire « Et maintenant ?» J'ai baissé les yeux sur mes mains. Elles étaient stables pour la première fois de la nuit. Maintenant, j'arrête. Lorraine a souri faiblement. Tu le penses vraiment? J'ai hoché la tête. Je ne peux pas les sauver. Je ne peux pas les faire m'aimer. Tout ce que je peux faire, c'est arrêter de saigner pour des gens qui se fichent que je sois en vie ou non. Ses yeux brillaient, mais elle n'a pas pleuré. Tu n'as aucune idée à quel point je suis fier de toi. La neige à l'extérieur ralentissait maintenant, les flocons dérivant paresseusement devant le pare-brise. Pour la première fois, je pouvais voir la faible lueur de l'aube à l'horizon. J'ai pris une profonde inspiration. Demain, je coupe tout. Les paiements, les comptes, tout. Lorraine m'a regardé attentivement. Tu es sûr? Oui. Elle a hoché la tête une fois, comme pour sceller un pacte. Alors je resterai assise ici jusqu'à ce que tu t'endormes. Tu ne passeras pas cette nuit seule. Je voulais argumenter, mais mon corps cédait déjà. L'épuisement est revenu, plus lourd cette fois, mais ça ne faisait pas mal. C'était comme une libération. Au moment de fermer les yeux, Lorraine avait incliné son siège, le chauffage bourdonnant doucement, le monde extérieur peint dans la première lumière pâle du matin. Avant que le sommeil ne m'emporte, j'ai murmuré dans l'air sombre. Ils ont dit, payer les factures ne fait pas de toi de la famille. La voix de Lorraine est venue doucement à travers l'obscurité. Bien. Alors arrête de payer pour appartenir à des gens qui ne t'ont jamais mérité. La dernière chose dont je me souviens, c'est le son de la rivière qui craquait sous la glace qui fondait. Quelque chose qui se brisait, quelque chose qui commençait. Quand je me suis réveillé des heures plus tard, la tempête s'était arrêtée. Le ciel était d'un bleu pâle strié de soleil. Lorraine dormait sur le siège passager, sa main reposant légèrement sur l'ordinateur portable ouvert, la feuille de calcul brillant toujours. Je l'ai regardé longtemps, les chiffres à l'écran scintillant comme la vérité, enfin libérée. Puis j'ai démarré la voiture. Pour une fois, la route devant moi ne semblait pas sans fin. Elle semblait ouverte. La lumière du matin était fine et grise quand je me suis réveillé. Mon cou me faisait mal d'avoir dormi dans la voiture, mon souffle embuant le pare-brise alors que je bougeais. La rivière était toujours là, à moitié gelée, scintillant sous une fine couche de neige. Une seconde, j'ai oublié où j'étais. Puis j'ai vu l'ordinateur portable toujours ouvert sur la console à côté de moi, la feuille de calcul brillant faiblement avec ce chiffre impossible en bas, 243 600 $. Le chiffre ne me choquait plus. Il était là, calme et définitif, comme une pierre tombale.
Lorraine dormait toujours sur le siège passager, son manteau bien serré, la tête appuyée contre la fenêtre. Elle avait l'air paisible, comme les gens qui ne portent pas le monde sur leurs épaules. J'enviais cette facilité. J'avais oublié ce que c'était que de se réveiller sans que la culpabilité m'attende à côté. Quand elle a bougé, j'ai souri faiblement. « Tu es vraiment resté toute la nuit ?» Elle s'est frotté les yeux en bâillant. « Bien sûr que oui. Je t'ai dit que tu ne ferais pas ça seule. » Sa voix était rauque, mais gentille, le même ton qu'elle utilisait quand nous révisions pour les examens il y a des années, et qu'elle me surprenait en train de réécrire des notes à 3 heures du matin. À l'époque, mon épuisement venait de l'ambition. Maintenant, il venait de la survie. J'ai mis le contact juste assez longtemps pour chauffer la voiture. Le chauffage a démarré en bourdonnant, remplissant le silence. Nous sommes restés assises là un moment, regardant la vapeur s'échapper de notre souffle, sans avoir besoin de parler. Finalement, j'ai dit doucement, « J'en ai fini, Laure. Pour de bon cette fois. » Elle m'a regardé, cherchant une hésitation. Et quand elle n'en a trouvé aucune, elle a hoché la tête. Alors commence par une chose. Juste une. Ne pense pas à tout pour l'instant. J'ai pris une profonde inspiration. L'air semblait plus lourd qu'il n'aurait dû. D'accord. Au moment où nous sommes rentrés à mon appartement, le soleil grimpait au-dessus des toits, transformant la neige en or. J'ai préparé du café, encore à moitié en pilote automatique, pendant que Lorraine s'asseyait sur mon canapé, les jambes repliées sous elle comme elle l'avait fait 100 fois auparavant. « Faisons-le » a-t-elle dit en prenant la tasse que je lui tendais. J'ai de nouveau ouvert l'ordinateur portable, la lueur remplissant la pièce. Un par un, j'ai ouvert chaque compte que j'avais géré pour mes parents. Mon cœur battait comme un tambour, régulier et sourd. Hypothèque, facture, assurance, paiement de voiture, tout était lié à moi. Mon argent, mon nom. Le premier a été le plus difficile. J'ai ouvert le portail de l'hypothèque, j'ai fait défiler jusqu'au calendrier des paiements automatiques et j'ai plané au-dessus du bouton « Annuler ». Ma main a tremblé un instant. J'ai vu le visage de papa, son regard de déception, le froncement de sourcils qui venait toujours quand il me traitait d'ingrate. La voix de Lorraine a brisé le souvenir. Clic. J'ai appuyé sur le bouton. L'écran a clignoté, confirmant l'annulation. C'était comme respirer après des années sous l'eau. Je n'ai pas pleuré. Je pensais que je le ferais, mais le sentiment n'était pas de la tristesse. C'était quelque chose de plus propre, comme la douleur qui vient après une longue course quand on réalise qu'on a enfin arrêté de courir pour quelqu'un d'autre. Suivant, a dit Lorraine doucement. Facture, électricité, gaz, eau. Chaque annulation est venue plus facilement. Mes mains se sont stabilisées. Ma respiration s'est ralentie. Chaque confirmation, êtes-vous sûr, ressemblait moins à un avertissement qu'à une permission. Quand je suis arrivé au forfait téléphonique familial, j'ai ri pour la première fois de la journée. Celui-là va piquer, ai-je dit. Lorraine a souri. Bien. J'ai ouvert la liste des appareils, 5 au total. Le mien en haut, suivi de ceux de maman, papa, Rachel, et une tablette que je ne savais même pas qu'ils avaient. Je les ai sélectionnés un par un, en appuyant sur « Supprimer ». Le message est apparu. Ces lignes seront désactivées dans 72 heures à moins que de nouvelles informations de paiement ne soient fournies. On dirait que Noël est arrivé en avance, a murmuré Lorraine. Ensuite, les voitures, les 2 prêts à mon nom. Je me suis souvenu du jour où papa avait tendu à Rachel ses clés, disant fièrement, « Ta sœur vient de t'aider à commencer ton avenir. » J'ai appelé le prêteur, ma voix stable, en expliquant que les paiements ne devraient plus être prélevés sur mon compte. Le représentant a confirmé poliment et a dit que les documents arriveraient dans la semaine. Quand j'ai raccroché, j'ai laissé échapper un long souffle tremblant. C'est tout, ai-je murmuré. C'est tout. Lorraine a secoué la tête. Non, encore un. J'ai froncé les sourcils. Quoi? Elle a fait un signe de tête vers l'ordinateur portable. Le système de sécurité. Le souvenir m'a frappé instantanément. L'hiver dernier, après le cambriolage d'un voisin, j'avais dépensé près de 1000 $ pour installer des caméras et des serrures intelligentes pour leur sécurité. J'avais même payé l'abonnement qui envoyait des alertes directement sur mon téléphone. Fais-le, a dit Lorraine. Je me suis connecté. Le tableau de bord s'est animé. De petites icônes vertes montrant le salon, le porche, la cuisine.
La maison de mes parents avait l'air chaleureuse et familière. Les lumières de Noël brillaient encore sur le porche, le sapin visible à travers la fenêtre avant. J'ai plané au-dessus du bouton « Désactiver ». Mon estomac s'est noué. « Émilie », a dit doucement Lorraine. « Ils ont vécu de ta lumière assez longtemps. » J'ai cliqué. Les icônes se sont estompées une par une, passant au gris. La maison est devenue sombre. J'ai regardé l'écran vide, mon reflet faible contre lui. C'est fait. Lorraine a souri, les yeux brillants. Tu l'as fait. Un instant, je suis juste resté là, à ne rien regarder. Le silence dans mon appartement semblait différent maintenant. Pas vide, mais mérité. L'air semblait plus clair, plus léger. Elle s'est adossée au canapé en s'étirant. Comment ça va? J'y ai réfléchi. La réponse n'était pas dramatique ou bruyante. C'était simple, silencieux. Nous avons passé le reste de la matinée à parler de tout sauf de la famille, film, travail, vacances que nous pourrions enfin prendre un jour. Pour la première fois depuis des années, ma vie ne ressemblait pas à quelque chose que je gérais pour quelqu'un d'autre. Elle m'appartenait. Quand Lorraine est finalement partie cet après-midi-là, elle m'a serré fort dans ses bras. « Promets-moi quelque chose », a-t-elle dit. « Quoi ? » « Quand ils appelleront, et ils le feront, tu ne réponds pas. Tu ne leur dois aucune explication. » J'ai hoché la tête. « Je promets. » Après son départ, j'ai préparé du thé et je me suis assise près de la fenêtre. Dehors, la neige avait cessé. Les rues en bas scintillaient d'une pâle lumière du soleil. Pendant des heures, je n'ai pas bougé. J'ai juste regardé la ville respirer. Cette nuit-là, j'ai dormi 10 heures d'affilée, le sommeil le plus profond que j'ai eu depuis des années. Au réveil, la première chose que j'ai remarquée était le silence. La seconde, mon téléphone. 43 appels manqués. 68 textos non lus. J'ai regardé l'écran. La tempête était arrivée. Les messages vocaux de maman sont arrivés en premier. Qu'est-ce qui se passe, Émilie? Le courant est coupé. Le chauffage ne marche pas. Tu dois réparer ça tout de suite. Puis la voix de papa, en colère et froide. C'est de la maltraitance de personnes âgées, Émilie. Tu crois que tu peux nous humilier? Tu vas le regretter. Puis Rachel, tu as tout gâché. Tu es pathétique. Répare ça. Et enfin, le dernier. Maman à nouveau, la voix tremblante. Ton père est à l'hôpital. Il a eu des douleurs à la poitrine. S'il lui arrive quelque chose, c'est de ta faute. Je me suis figé. Mes mains ont commencé à trembler. Une seconde, la culpabilité est revenue en force, brute et instinctive. J'ai failli attraper mes clés. Puis un autre message a vibré, un texto de Nathalie. Ne les crois pas. Personne n'est à l'hôpital. Les flics sont à la maison. Ils les ont appelés. Ils essaient de te faire peur. J'ai laissé échapper un lent souffle tremblant. Ma vision s'est brouillée alors que le soulagement se mêlait à l'incrédulité. J'ai rouvert le flux de sécurité que j'avais sauvegardé avant de tout arrêter. L'écran a vacillé, montrant le salon. 2 officiers se tenaient là, parlant calmement avec mes parents pendant que Rachel faisait les 100 pas derrière eux. Le visage de papa était rouge. Les mains de maman étaient dramatiquement jointes sur sa poitrine. Personne n'avait l'air malade, juste acculé. Je me suis adossé, fixant l'image figée. Les gens que j'avais passé toute ma vie d'adulte à protéger avaient l'air petits pour la première fois. Fragiles, non pas à cause de la lutte, mais parce que la vérité les avait enfin rattrapés. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre message vocal. Une autre supplication. Je les ai tous supprimés. Dehors, la neige a recommencé à tomber, douce et lente. Je me suis tenu près de la fenêtre, les lumières de la ville vacillant en bas. Pendant des années, j'avais construit ma vie autour du maintien de la leur. Mais ce soir, l'effondrement n'était pas à moi de le réparer. J'ai versé une autre tasse de thé et j'ai murmuré à la pièce vide. Tu avais raison, Lorraine. Le silence a répondu, chaleureux et certain. Ce n'était pas de la vengeance. C'était la liberté. Le lendemain matin, la lumière s'est glissée à travers mes stores, vive et blanche contre le gris de mon appartement. Mon téléphone était toujours sur la table de chevet, vibrant toutes les quelques minutes comme s'il avait son propre rythme cardiaque.
Je ne l'ai pas attrapé tout de suite. Je me suis assise lentement, j'ai resserré la couverture autour de mes épaules et j'ai regardé le pâle matin à l'extérieur. Détroit était silencieuse. La neige étouffait tout, la circulation, le monde, même le bruit dans ma tête. Quand j'ai finalement pris le téléphone, l'écran m'a agressé. 67 appels manqués. 42 textos non lus. 11 messages vocaux. Tous des 3 mêmes noms, maman, papa, Rachel. Pendant des années, j'aurais tout laissé tomber pour leur répondre. Chaque appel était une urgence. Chaque texto un chantage affectif déguisé en affection. Mais ce matin, la vue ne m'a pas tordu l'estomac. Elle m'a fait sourire. Juste un petit sourire, mais réel. J'ai ouvert un message vocal. La voix de maman arrivant par éclat sec. Le chauffage est toujours coupé. Les tuyaux gèlent. On ne peut même pas faire de café, Émilie. Tu dois réparer ça tout de suite. Ensuite, papa, son ton dur comme du métal. Tu es allé trop loin. Tu crois que tu peux nous couper les vivres? On t'a élevé. Tu nous dois tout. J'appellerai la police si tu ne répares pas ça. Puis la plainte stridente de Rachel. Tu as gâché Noël. Te rends-tu compte de ce que tu as fait? J'étais censé avoir une réunion avec un investisseur aujourd'hui et maintenant je ne peux même pas quitter la maison parce que la voiture est partie. Tu es pathétique. J'ai posé le téléphone sur le comptoir et je me suis versé du café. Mes mains ne tremblaient pas. À mi-chemin de ma tasse, un autre message vocal est arrivé. Maman à nouveau, la voix tremblante. Ton père est à l'hôpital. Il a eu des douleurs à la poitrine. Le stress de ce que tu as fait, c'est trop pour lui. S'il arrive quelque chose, ce sera de ta faute. La culpabilité a frappé comme un réflexe, automatique et immédiat. Ma gorge s'est serrée. Une seconde terrifiante, j'ai pensé à attraper mon manteau et à conduire directement à Grand Rapide. Mais le téléphone a de nouveau vibré. Un texto de Nathalie. Ne les crois pas. Personne n'est à l'hôpital. La police est là. Ils ont dit à tes parents que c'est une affaire civile. Tout le monde va bien, juste embarrassé. Le souffle que je n'avais pas réalisé que je retenais s'est échappé en un rire tremblant. Je me suis adossé au comptoir et j'ai fixé le message jusqu'à ce qu'il devienne flou. Embarrassé. Ce mot avait un meilleur goût que n'importe quelle vengeance que j'aurais pu imaginer. J'ai attrapé mon ordinateur portable sur la table et j'ai ouvert le dernier flux sauvegardé des caméras de la maison, celle que j'avais éteinte la veille. L'écran a vacillé, montrant un instantané figé de leur salon. 2 officiers se tenaient près de la porte, les bras croisés. Maman était sur le canapé, une main sur le front, jouant la victime. Papa faisait les 100 pas sur le tapis, criant, pointant le routeur débranché comme si c'était une bombe que j'avais plantée. Rachel planait près du sapin de Noël, faisant défiler furieusement son téléphone, les lèvres pincées en une moue. Personne n'était malade. Personne ne souffrait. Ils étaient juste exposés. J'ai regardé quelques secondes de plus, puis j'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai expiré. Le silence qui a suivi était propre, pur. À midi, la tempête s'était calmée. La neige à l'extérieur s'était transformée en gadoue, et la ville se réveillait à nouveau. J'ai préparé une autre cafetière, j'ai répondu à un email de mon patron et j'ai réalisé quelque chose d'étrange. Je ne me sentais pas paniqué. Je ne me sentais pas coupable. Mon téléphone a de nouveau sonné. Le nom de maman clignotait à l'écran. Je l'ai laissé sonner, puis encore, et encore. Au 3e appel, j'ai finalement décroché, non pas pour répondre, mais pour écouter. Émilie, a-t-elle commencé, sa voix douce maintenant, presque tendre. Nous ne voulions pas t'énerver. Mais tu ne peux pas nous laisser comme ça. La compagnie d'hypothèque a appelé. Ils ont dit que le paiement avait été annulé. Qu'est-ce qu'on est censé faire? S'il te plaît, viens parler. On peut arranger ça en famille. Famille. Encore ce mot. J'ai failli rire. J'ai terminé l'appel avant qu'elle ne puisse en dire plus. Pendant des années, j'avais cru que la famille signifiait l'obligation. Que l'amour se prouvait par le sacrifice. Mais les dernières 24 heures m'avaient appris la vérité la plus simple, le véritable amour ne tient pas les comptes, et le leur l'avait toujours fait. Cet après-midi-là, le téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, ce n'était pas eux. Émilie?
La voix était grave, masculine, professionnelle. Oui. C'est l'officier Donnelly du département de police de Grand Rapids. Vos parents ont déposé une plainte pour exploitation financière. Je voulais juste confirmer quelques détails. Mon pouls est resté stable. Allez-y, il a posé des questions sur les comptes, les paiements, la propriété. J'ai tout expliqué calmement, étape par étape. Chaque facture avait été à mon nom. Chaque transaction était documentée. C'est moi qui avais payé, pas qui avait pris. Quand j'ai terminé, il y a eu une pause. Puis il a dit, il semble que vous n'ayez rien fait d'illégal. Vous voudrez peut-être parler à un avocat au cas où, mais entre nous, il semble plus embarrassé que victime. Un petit sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Merci, officier. J'apprécie. Après l'appel, j'ai téléphoné à mon cousin Gary, qui travaillait comme avocat à Lansing. Nous ne nous étions pas parlé depuis des années, pas depuis un barbecue familial où Rachel avait accidentellement dit à tout le monde que j'étais célibataire et seul. Mais quand j'ai expliqué ce qui s'était passé, Gary n'a pas hésité. Anna, il bluffe, a-t-il dit. Il n'y a aucune loi qui dit qu'un enfant adulte doit payer les factures de ses parents. Tu le faisais volontairement. Au contraire, continuer aurait pu te rendre légalement vulnérable. Tu avais tout à fait le droit d'arrêter. Ces mots ont atterri comme une porte se fermant derrière moi. Le dernier clic retentissant de la liberté. Merci, Gary, ai-je dit, de m'avoir cru. Ne me remercie pas, a-t-il répondu. Tout le monde a vu comment il te traitait. On ne pensait juste pas que tu leur tiendrais tête un jour. Cette nuit-là, tante Barbara a appelé. Sa voix était tendue, mais gentille. La police est partie il y a des heures, ma chérie. Tout le quartier a vu. Ton père a fait une telle scène. Je suis désolé, mais les gens parlent. J'ai attendu que la honte frappe. Elle n'est pas venue. Qu'il parle, ai-je dit simplement. Barbara a hésité. Tu devrais savoir que tes parents sont furieux, mais ils sont aussi humiliés. George et moi leur avons dit que nous savions ce que tu avais fait pour eux. Toutes les années où tu as payé leurs factures. Ils n'avaient pas grand-chose à dire après ça. J'ai fermé les yeux. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un d'autre l'avait dit à voix haute. Merci, ai-je murmuré. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un autre message de Nathalie. Ils sont enfin silencieux. Grand-mère les a aussi réprimandés. Elle a dit qu'elle avait toujours su que c'était toi qui maintenais les choses à flot. C'était étrange comme la justice parfois ne rugissait pas mais chuchotait, comme elle ne venait pas toujours de la confrontation mais d'un silence qui rendait la vérité plus forte que n'importe quel cri. À la fin de la semaine, l'histoire s'était répandue dans la famille. Tante, oncle, cousin, tous connaissaient maintenant la vérité. Certains étaient choqués, d'autres solidaires, et quelques-uns simplement curieux, avides de potins. Je m'en fichais. Le récit avait changé. Pour une fois, ce n'était pas moi qu'on traitait d'égoïste ou de froide. C'était eux, exposés, ordinaires, responsables. Au travail, je me suis plongé dans un nouveau projet. Mon patron a complimenté ma concentration. Quoi que tu fasses différemment, continue comme ça, a-t-il dit avec un sourire. J'ai souri en retour. Je travaille juste pour moi maintenant. Cette nuit-là, je me suis assise près de ma fenêtre, regardant les lumières de la ville. Quelque part entre les rues calmes et la neige qui tombait, j'ai réalisé que je n'attendais plus leur approbation. Je ne répétais pas d'excuses ni ne me préparais à la culpabilité. J'ai ouvert mon journal et j'ai écrit 3 mots. Ils ne peuvent pas m'atteindre. Et pour la première fois, cela semblait vrai. Les appels ont fini par ralentir. Les textos sont devenus moins nombreux, plus courts, presque polis. Je n'ai jamais répondu. Chaque silence était une autre brique dans le mur que j'étais enfin autorisé à construire autour de ma paix. Fin janvier, j'ai reçu un dernier message de maman. Nous espérons que tu vas bien. Papa et moi nous débrouillons. Rachel reste de nouveau avec nous, elle aide à la maison. Peut-être qu'on pourra bientôt parler. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai supprimé. Il pouvait se débrouiller. Pour une fois, je n'avais pas besoin de le faire. En éteignant les lumières et en me couchant, j'ai pensé à quelque chose que Lorraine avait dit la nuit au bord de la rivière. Tu t'es enfin fait de la place. Maintenant, cette place n'était pas vide. Elle était à moi. Dehors, la neige a recommencé à tomber,
douce et silencieuse, recouvrant tout de manière égale. Le lendemain matin du départ de la police de leur maison, je me suis réveillé avec la lumière du soleil traversant mes rideaux. Elle semblait différente, comme le genre de lumière qui n'appartenait pas au monde d'hier. Mon téléphone était silencieux pour la première fois depuis des jours. Pas d'appel manqué, pas de rappel vibrant de chaos, juste le calme. Je me suis assise sur le bord du lit, mes pieds nus contre le sol froid, et j'ai attendu que la culpabilité habituelle s'insinue. Mais elle n'est pas venue. Il n'y avait que l'immobilité, comme la pause entre l'éclair et le tonnerre. J'ai fait du café, je l'ai versé dans ma tasse ébréchée préférée, et je me suis tenu près de la fenêtre surplombant la rue. La ville se réveillait, les voitures bourdonnant en bas, les gens balayant la neige des pare-brises, un chien aboyant quelque part au loin. Tout semblait normal. Pour tout le monde, c'était juste un autre jour. Pour moi, c'était le premier jour où je ne payais pas pour le confort de quelqu'un d'autre. Quand j'ai finalement vérifié mon téléphone, il y avait un nouveau message. Maman à nouveau. Émilie, s'il te plaît. Nous ne voulions pas que ça aille si loin. La police nous a embarrassés devant les voisins. Tout le monde parle. Tu dois réparer ça. Je l'ai lu 2 fois avant de le supprimer. Ce simple mouvement, le glissement de mon pouce sur l'écran, a ressemblé à la coupe d'un dernier cordon. Vers midi, Nathalie a appelé. Sa voix était prudente, comme si elle craignait que je raccroche. Et, a-t-elle dit doucement. Je voulais prendre de tes nouvelles. Les choses se sont plutôt gâtées ici hier. J'ai entendu, ai-je dit. C'est un euphémisme, a-t-elle soupiré. Ton père a crié sur les officiers. Maman a pleuré si fort que les voisins sont venus. Et Rachel est juste restée là comme si elle attendait que quelqu'un la sauve. C'était comme regarder un mauvais film. Je pouvais entendre une légère trace de pitié dans son ton. Pas pour eux, mais pour ce que j'avais enduré. Ont-ils jamais admis quoi que ce soit? Ai-je demandé. Nathalie a hésité. Pas directement. Mais tante Barbara les a dénoncés. Elle a dit à tout le monde à table toutes les années où tu as payé leurs factures. Georges l'a soutenu, disant qu'il avait vu les chèques. Tu aurais dû voir leur visage. Un instant, j'ai fermé les yeux et je l'ai imaginé. Mes parents assis dans leur cuisine lumineuse et décorée, tout le monde les fixant alors que la vérité se déroulait comme un fil qu'ils ne pouvaient pas rembobiner. Comment ont-ils réagi? Ta mère a dit que c'était un malentendu. Ton père a essayé de blâmer le stress, mais personne n'y a cru. Même Rachel s'est tue. Je pouvais presque entendre le silence qui a dû suivre. Le genre de silence qui remplit une pièce quand il n'y a plus personne à qui mentir. Merci, ai-je dit doucement. Tu n'as pas à me remercier, a répondu Nathalie. Tout le monde aurait dû parler plus tôt. On a tous vu combien tu as donné. On ne voulait juste pas s'impliquer. Son honnêteté a piqué, mais elle a aussi apaisé quelque chose de vieux et de brut en moi. C'est bon, ai-je dit. Tu le vois maintenant. Avant de raccrocher, Nathalie a ajouté, ton père a raconté aux gens que tu avais piraté leur compte, mais personne n'y croit non plus. Les officiers leur ont dit que c'est une affaire civile. Il avait l'air furieux. J'ai ri sous cape. L'embarras lui va bien. Après l'appel, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à organiser des documents, relevés bancaires, reçus, capture d'écran. Non pas parce que j'avais besoin de me défendre, mais parce que je voulais une trace de tout. La preuve que je n'avais pas imaginé les années de sacrifice. La preuve que je n'avais pas été folle de me sentir piégée. Quand j'ai terminé, j'ai renommé le dossier « Fichier de la liberté ». Cet après-midi-là, ma tante Barbara a appelé. Sa voix portait cette tendresse ferme qu'elle avait toujours eue, du genre qui vous faisait vous redresser quand elle parlait. « Ma chérie, je veux juste que tu saches que je suis fière de toi », a-t-elle dit. « Tu as fait ce qu'il fallait. Ce qu'ils t'ont fait, ce n'était pas de l'éducation parentale, c'était de l'exploitation. » « Merci, tante B, j'ai dit la même chose à ta mère », a-t-elle continué. Elle a essayé de déformer les choses. Elle a dit, tu as toujours été trop indépendante pour ton propre bien. Je lui ai dit, peut-être que c'est parce qu'elle ne t'a jamais laissé être autre chose. J'ai souri, la gorge serrée. Comment a-t-elle pris ça? Oh, elle s'est tue, a dit Barbara en riant. Et ton père a juste fixé le sol. Rachel est sortie à mi-chemin de la conversation. C'était étrange d'entendre parler d'eux comme de personnages de l'histoire de quelqu'un d'autre.
leur drame ne me semblait plus être mon problème. C'était juste quelque chose qui se passait quelque part loin, dans une maison à laquelle j'appartenais autrefois. Après que nous ayons raccroché, j'ai passé le reste de la journée à nettoyer. Ce n'était pas une corvée, c'était un rituel. J'ai plié des couvertures, j'ai ouvert des fenêtres, j'ai changé les draps de mon lit. J'ai jeté de vieilles boîtes de plats à emporter, j'ai essuyé chaque surface jusqu'à ce qu'elle brille. Le soir, mon appartement sentait le citron et la lavande, comme la paix. Vers le coucher du soleil, mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre message vocal de papa. Tu te crois meilleur que nous? Sa voix était basse, contrôlée, plus dangereuse que les cris. Tu as humilié ta famille devant tout le monde. Ta mère n'a pas arrêté de pleurer. J'ai parlé à Gary et il a dit, tu pourrais faire face à des conséquences juridiques pour ce genre de coup. J'ai souri à ça. Gary m'avait déjà dit le contraire. Papa a continué, c'est de la maltraitance de personnes âgées, Emily. Tu joues avec le feu. Répare ça avant que ça n'aille plus loin. J'ai supprimé le message sans hésitation. Plus tard dans la nuit, tante Diane a appelé. C'était la sœur aînée de maman, celle qui avait toujours plané en marge des réunions de famille avec des yeux silencieux et des pensées tacites. J'ai entendu ce qui s'est passé, a-t-elle dit. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années. J'ai vu la façon dont il te traitait, comment il favorisait Rachel. Mais chaque fois que j'essayais d'en parler, ta mère me faisait taire. Je suis désolé. Sa voix s'est brisée, et je pouvais dire que les excuses venaient d'un endroit réel. C'est bon, ai-je dit. Tu le dis maintenant. Je pense qu'ils en avaient besoin, a-t-elle continué. Ils ont vécu si longtemps en croyant que tu ne te rebellerais jamais. Peut-être que cela leur fera voir la vérité. J'ai failli lui dire que les gens comme mes parents n'apprennent pas la vérité. Ils apprennent les conséquences. Mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai juste remercié et j'ai raccroché. Cette nuit-là, je me suis assise près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville vaciller. La neige avait cessé, laissant les rues lisses et brillantes. Quelque part là-bas, mes parents étaient assis dans le noir, leur illusion soigneusement construite complètement fissurée. Les voisins chuchoteraient, les parents parleraient, et pour une fois, ce ne serait pas à propos de la perfection de Rachel ou de ma beauté. L'histoire avait changé. Le masque était tombé. J'ai pensé au dernier mot que papa m'avait crié. Payer les factures ne fait pas de toi de la famille. Il avait raison, d'une certaine manière. La famille n'était pas une question d'argent, mais ce n'était pas non plus une question de manipulation ou de culpabilité. C'était une question de respect, et il ne m'en avait jamais donné. J'ai versé un verre de vin et je l'ai levé vers la fenêtre, vers la ville silencieuse au-delà. À la paix, ai-je murmuré. Je ne savais pas à quoi ressemblerait demain, s'ils me contacteraient un jour, si le reste de la famille leur pardonnerait, si Rachel continuerait à poursuivre sa prochaine grande idée. Mais je savais une chose. Je ne retournais pas en arrière. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas besoin de leurs excuses pour avancer. J'avais des preuves. J'avais la paix. Et je m'avais moi-même. Dehors, la neige a recommencé, fine et lente, tombant contre la vitre. Cela ressemblait à une page blanche. J'ai fini mon vin, j'ai éteint les lumières et j'ai laissé l'obscurité s'installer autour de moi. Cette fois, l'obscurité ne ressemblait pas à une punition. Elle ressemblait à la liberté, respirant doucement dans la pièce. La première chose que j'ai remarquée était le silence. Ce n'était pas le genre de silence qui suit une dispute ou qui remplit une nuit solitaire. C'était un silence propre et plein, du genre qui vient quand on a enfin arrêté de se battre contre des fantômes. Mon appartement était calme. La cafetière a cliqué une fois, le radiateur a sifflé doucement, et c'est tout. Pas de téléphone qui vibre, pas d'urgence, pas de bruit de gens qui pensaient que mon amour était leur droit de naissance. Dehors, Détroit était saupoudré de neige, une fine lumière du soleil transformant les toits en argent. Je me suis tenu près de la fenêtre, une tasse à la main, regardant un seul oiseau se poser sur le fil téléphonique de l'autre côté de la rue. Pour une fois, je n'ai pas eu l'impression que le monde attendait que je le répare. Les nouvelles de Grand Rapides sont arrivées par chuchotements et textos familiaux. La nouvelle a voyagé plus vite que la vérité ne l'avait jamais fait dans notre famille. L'histoire changeait à chaque récit. Certains disaient que j'avais piraté les finances de mes parents. D'autres que j'avais perdu le contrôle. Mais ceux qui comptaient, ceux qui avaient vu mon épuisement de près, savaient ce qui s'était réellement passé.
Barbara a appelé la première. Tes parents sont silencieux ces jours-ci, a-t-elle dit. Les voisins savent et ils sont embarrassés, mais l'embarras est bon pour les gens qui ont vécu trop longtemps sans honte. J'ai souri faiblement, calant le téléphone entre mon épaule et ma joue en remuant du sucre dans mon café. Ils me blâmeront pendant un moment, ai-je dit. Ils le font toujours. Ils peuvent te blâmer autant qu'ils veulent, a-t-elle répondu. Le reste d'entre nous c'est mieux maintenant. Quand elle a raccroché, je suis resté assise à table longtemps, regardant la vapeur s'échapper de ma tasse. Ces mots se sont installés dans ma poitrine comme une chaleur se propageant dans une pièce qui avait été froide pendant des années. Plus tard cette semaine-là, Nathalie a appelé. C'est étrange, a-t-elle dit. Tes parents font toujours bonne figure à l'église, mais les gens ne tombent plus dans le panneau. Grand-mère leur a même dit qu'ils devraient avoir honte. Cela m'a prise par surprise. Grand-mère? Ouais. Elle a dit à ta mère, je n'ai jamais vu un enfant aussi utilisé et toujours aussi indulgent. Ta mère est juste partie. J'ai ri doucement. Je parie qu'elle l'a fait. La vérité, c'est que la pensée d'eux faisant face aux conséquences ne m'excitait pas. Ça ne me satisfaisait même pas. Je pensais que ça pourrait, mais non. Je me sentais juste fini. C'était comme regarder un film que j'avais déjà vu 100 fois et réaliser que je pouvais enfin l'éteindre. En février, j'avais trouvé un nouveau rythme. Travail, yoga, thérapie, sommeil. Le schéma était simple, ordinaire, mais il semblait révolutionnaire. En thérapie, ma conseillère, le docteur Patel, m'a demandé un jour « À quoi ressemble la paix pour vous ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Puis j'ai dit « La paix ressemble au silence sans culpabilité. » Elle a hoché la tête comme si elle comprenait exactement. « Et que ressentez-vous avec la liberté ?» J'ai souri. Comme ne pas vérifier mon téléphone pour une crise qui n'est pas la mienne. Chaque mardi soir, j'étais assise dans son bureau confortable en ville, entourée de plantes et de la faible odeur de thé à la menthe. Au début, je ne savais pas quoi dire. J'avais construit mon identité sur la survie. Quand on arrête de survivre, il faut apprendre à vivre. Certaines séances étaient faciles, d'autres brutales. J'ai pleuré sur des choses que je ne savais même pas. Je me suis souvenu du vélo rose, des dîners froids, de la tape sur l'épaule au lieu d'un câlin. Le docteur Patel m'a aidé à nommer tout cela. Ce n'est pas de l'amour, a-t-elle dit une fois. C'est du travail émotionnel déguisé en loyauté. Ces mots sont restés. Ils sont devenus la vérité silencieuse que je portais partout avec moi. Lorraine venait souvent, apportant du vin et des rires. Tu as l'air plus légère, a-t-elle dit un soir alors que nous étions assises sur mon canapé à partager des plats à emporter. Je me sens plus légère, ai-je dit. C'est étrange. J'attends toujours que la culpabilité revienne, mais elle ne le fait pas, c'est parce que tu as arrêté de la nourrir, a-t-elle dit en me poussant doucement. J'ai souri en me penchant en arrière. Tu avais raison, tu sais, surtout. Le bocal à culpabilité, les limites, tout. Lorraine a souri. Tu veux dire que je peux dire je te l'avais bien dit? Tu n'oserais pas, ai-je dit. Mais nous avons toutes les deux ri quand même. Le rire semblait nouveau, différent. Ce n'était pas le son tendu de faire semblant d'aller bien. C'était réel, bouillonnant de quelque part d'intact. En mars, le monde de mes parents avait changé. On m'a rapporté que papa avait pris un travail de nuit comme gardien de sécurité dans un entrepôt. L'homme qui se vantait autrefois de gérer toute une usine automobile montait maintenant la garde à une porte. Maman a pris des heures supplémentaires au cabinet dentaire. Sa façade joyeuse s'estompant derrière l'épuisement. Rachel avait pris un emploi dans un magasin d'articles de sport. J'aurais dû me sentir vengé. Au lieu de ça, je me suis senti libre. Ils vivaient enfin les conséquences de leur choix. Et pour la première fois, je ne faisais pas partie de l'équipe de nettoyage. Quand Nathalie est venue un week-end, elle a apporté des biscuits de sa mère et une curiosité silencieuse. « Il te manque ?» a-t-elle demandé alors que nous étions assises près de la fenêtre. J'y ai réfléchi. Parfois. Pas comme ils étaient, mais l'idée d'eux. Les parents que j'aurais aimé avoir. Nathalie a hoché la tête. Je pense que nous pleurons tous plus ce que nous voulions que ce que nous avons perdu. Cette nuit-là, après son départ, j'ai écrit dans mon journal. Le deuil n'est pas toujours pour les gens. Parfois, c'est pour l'espoir qu'on arrête enfin de porter. La semaine suivante, j'ai reçu ma promotion au travail, chef d'équipe,
avec une augmentation qui aurait fait que mon ancien moi appelle à la maison avec enthousiasme. Cette fois, je ne l'ai pas fait. J'ai appelé Lorraine. Elle a crié si fort que j'ai dû éloigner le téléphone. Enfin. Ils peuvent garder leur chaos. Tu construis un empire. J'ai ri. Un empire silencieux. Nous avons célébré dans un petit restaurant du centre-ville. Pour le dessert, elle m'a tendu une minuscule boîte emballée. À l'intérieur se trouvait un bocal en verre identique à celui que je gardais pour mes parents, mais celui-ci avait une nouvelle étiquette écrite au marqueur noir, pour la joie. J'ai ri jusqu'à ce que des larmes remplissent mes yeux. Tu es impossible. Non, a-t-elle dit. Tu es possible maintenant. Cette nuit-là, en rentrant, j'ai placé le bocal sur ma bibliothèque, là où l'ancien se trouvait. J'ai laissé tomber un billet de 20 $ à l'intérieur. Le son du papier frôlant le verre m'a fait sourire. En avril, la neige avait fondu. J'ai fait un week-end à Chicago, la même ville où j'avais une fois envoyé mes parents pour leur anniversaire, payant pour tout pendant qu'ils remerciaient Rachel de l'avoir organisé. Cette fois, c'était juste moi. J'ai séjourné dans un petit hôtel de charme près de la rivière, j'ai commandé le service en chambre, je me suis promené le long de Michigan Avenue avec un café à la main. La liberté avait une texture que je n'avais jamais ressentie auparavant. C'était la chaleur de l'air printanier, la douleur dans mes pieds d'avoir trop marché, la joie silencieuse de savoir que personne ne dépendait de moi pour rester en vie. La deuxième nuit, j'ai rencontré quelqu'un, Michael, un ami d'un ami qui s'est joint à nous pour le dîner. Il était gentil, parlait doucement, avec des yeux qui n'essayaient pas de me lire avant que je n'offre la page. Nous avons parlé de livres, de voyages, d'architecture, rien de lourd. Quand je lui ai parlé prudemment de ma famille, il a écouté sans interrompre. Quand j'ai terminé, il a dit doucement, la famille, ce n'est pas ceux avec qui tu es né. C'est ceux qui te traitent comme si tu comptais. Les mots étaient simples, mais ils ont atterri quelque part au fond. Après ce voyage, je suis resté en contact avec lui. Non pas parce que j'avais besoin de quelqu'un pour combler un vide, mais parce que, pour une fois, je voulais laisser entrer quelque chose de nouveau. Les mois ont passé. Ma vie a commencé à me ressembler. Le travail a prospéré. Les amitiés se sont approfondies. Et la culpabilité qui avait autrefois rempli chaque moment de silence s'est estompée pour n'être plus qu'un écho lointain. Parfois, je pensais encore à eux. Mes parents, Rachel, cette maison avec le porche tordu et les lumières inégales. Je me demandais si les factures d'électricité étaient payées à temps maintenant, s'ils se disputaient moins sans moi pour servir de médiateur. Mais ces pensées ne me faisaient plus mal. C'étaient juste des pensées. Un soir, je me suis assise à mon bureau, regardant le coucher de soleil peindre la ville en or. Mon ordinateur portable était ouvert sur la même feuille de calcul de cette nuit il y a des mois. Le total toujours là, inchangé, 243 600 $. Je l'ai regardé un long moment, puis j'ai imprimé la page. Je l'ai plié soigneusement et je l'ai glissé dans mon journal, écrivant une ligne en dessous, le prix du silence. Plus jamais. Puis j'ai fermé le livre et j'ai expiré. Les lumières de la ville se sont allumées à l'extérieur, vacillant une par une, remplissant l'horizon d'orange doux et de blanc. Je me suis tenu près de la fenêtre, un verre de vin à la main, les regardant jusqu'à ce que la dernière trace de lumière du jour disparaisse. Pendant des années, j'avais confondu l'amour avec l'endurance. Mais maintenant, je comprenais que l'amour, le vrai amour, ne demande pas votre paix en paiement. Et alors que je me tenais là, dans la lueur de mon propre appartement silencieux, j'ai réalisé quelque chose d'encore plus profond. La paix ne m'avait pas été donnée. Je l'avais méritée. L'odeur de cannelle et de dinde rôtie a rempli mon appartement ce matin de Thanksgiving. La lumière du soleil filtrait par la fenêtre de la cuisine, attrapant les grains de poussière alors qu'ils flottaient au-dessus de la table que j'avais dressée la veille. C'était ma première fête depuis des années qui ne ressemblait pas à une performance. Pas de tension, pas de faux semblants, juste une chaleur silencieuse. Lorraine était dans le salon en train d'arranger des fleurs, fredonnant faux sur une playlist de Noël. Michael se tenait près du comptoir, coupant des patates douces avec la précision d'un chirurgien. Nathalie riait d'une tarte qui s'était fissurée au four. Le son remplissait l'espace comme une musique, douce et vivante. Le Thanksgiving précédent, on m'avait dit que je n'étais pas de la famille. Cette année, j'ai enfin compris ce que le mot signifiait vraiment. Je versais du cidre de pomme dans des verres quand j'ai remarqué l'enveloppe glissée sous la porte de mon appartement. L'écriture m'a glacé sur place.
Je n'avais pas besoin de l'ouvrir pour savoir de qui il s'agissait. L'écriture de ma mère, toujours soignée, toujours élégante, même quand tout le reste s'était effondré. À l'intérieur se trouvait une seule note pliée. S'il te plaît, viens à la maison pour le dîner de Thanksgiving. Tu nous manques. Pendant longtemps, je suis resté au comptoir à regarder les mots. Ils étaient simples, presque fragiles, comme si elle les avait écrits au crayon, s'attendant à moitié à ce que je les efface. Je ne savais pas ce que je ressentais. De la nostalgie, de la pitié, de la curiosité. Pas de l'amour. Pas encore. Michael a remarqué mon expression et a posé le couteau. C'est deux, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Il s'est approché, posant sa main sur la mienne. Tu ne leur dois rien. Je sais, ai-je dit doucement. Mais peut-être que je me dois à moi-même un au revoir. Il a scruté mon visage. Alors fais-le pour toi, pas pour eux. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. La lettre était posée sur ma table de chevet comme un fantôme attendant d'être reconnu. Quand l'aube est venue, je me suis habillé, j'ai emballé une tarte dans un transporteur et j'ai commencé la route vers Grand Rapide. La route avait exactement la même apparence. Champs plats, arbres fins, ciel gris. Mais elle ne semblait pas la même. La maison est apparue au bout de la rue, plus petite que dans mon souvenir, la peinture plus délavée, la lumière du porche faible, même en plein jour. Quand j'ai frappé, ma mère a ouvert la porte lentement, son visage pâle et prudent. Pour une fois, il n'y avait pas de dureté dans son ton. « Anna » a-t-elle dit doucement. « Tu es venue. » Sa voix tremblait. Ce n'était pas la voix qui avait grondé ou exigé. C'était juste humain. Je suis entré. Le salon était plus silencieux que je ne l'avais jamais connu. Pas de musique, pas de bavardage. Mon père était assis dans son fauteuil, plus vieux, plus mince, ses mains jointes comme s'il ne savait pas quoi en faire. Rachel se tenait près de la cheminée, évitant mon regard. La table était mise, mais ce n'était pas le festin que je me souvenais de mon enfance. Il n'y avait pas d'extravagance, pas de centre de table scintillant, juste un poulet rôti, de la purée de pommes de terre et quelques accompagnements. Simple, honnête. Nous avons mangé principalement en silence. Chaque cliquetis de fourchette semblait plus fort qu'il n'aurait dû. À mi-chemin du repas, ma mère s'est éclaircie la gorge. On a fait des erreurs, a-t-elle dit. Je sais que ça ne change rien, mais on voulait que tu l'entendes de nous. Je n'ai pas parlé. J'ai laissé ces mots en suspens dans l'air, lourds et tremblants. Mon père a regardé son assiette. Je pensais que je t'apprenais la force, a-t-il dit. Je n'ai pas réalisé que je t'apprenais à ne plus avoir besoin de nous. Les yeux de Rachel brillaient. Elle a pris une respiration tremblante. Je pensais qu'il m'aimait plus parce que j'étais spécial. Mais c'était parce que j'étais facile. C'est toi qui maintenais les choses ensemble et je t'ai détesté pour ça. Je suis désolé. J'ai expiré lentement, le son presque comme un rire. Je ne suis pas là pour des excuses, ai-je dit. Je voulais juste voir si vous alliez bien. Ma mère a tendu la main sur la table, ses doigts tremblants. Et toi? J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête. Oui. Pour la première fois de ma vie, je vais bien. Nous sommes restés assis là, les trois en face de moi, le poids des années pesant et commençant enfin à se relâcher. Il n'y a pas eu de grande réconciliation, pas de larmes qui ont tout réparé, juste une honnêteté silencieuse. C'était plus réel que tout ce que nous avions partagé auparavant. Quand le repas s'est terminé, j'ai aidé à débarrasser les assiettes. Mon père se tenait près de l'évier, séchant la vaisselle en silence. Il avait l'air plus petit, en quelque sorte humilié. « On te reverra » a demandé ma mère alors que je mettais mon manteau. J'ai regardé autour de la pièce, les meubles usés, les rideaux délavés, les vieilles photos de famille qui semblaient maintenant des reliques d'une autre vie. Peut-être, ai-je dit doucement. Quand ce sera une question d'amour, pas de culpabilité. Elle a hoché la tête, les larmes remplissant ses yeux. C'est juste. Je suis sorti dans l'air vif de novembre. Le ciel était strié de violet et d'or, le froid mordant mes vivants. La maison derrière moi brillait faiblement à travers les fenêtres, mais je n'ai pas regardé en arrière. Le trajet de retour m'a semblé plus léger que prévu. J'ai baissé les vitres, laissant le vent s'engouffrer, emportant quelque chose de lourd qui avait vécu en moi pendant des années. Quand je suis entré dans mon appartement ce soir-là, la chaleur m'a frappé instantanément.
L'odeur de légumes rôtis. Le son des rires. La voix de Lorraine appelant de la cuisine. Tu es de retour. Michael m'a tendu un verre de vin alors que j'enlevais mon manteau. Tout va bien? J'ai hoché la tête. Mieux que bien. Nous nous sommes rassemblés autour de la table. Lorraine, Michael, Nathalie et quelques amis du travail. Les bougies vacillaient. Une douce musique jouait. Ce n'était pas chic, mais c'était parfait. J'ai levé mon verre. À la famille, ai-je dit en faisant une pause d'un battement de cœur. Pas celle dans laquelle on est, mais celle qu'on construit. Les verres ont cliqueté. Les rires ont suivi. Le son a rempli chaque coin de la pièce, chassant les fantômes qui y vivaient autrefois. Après le dîner, je me suis tenu près de la fenêtre, regardant la neige recommencer à tomber. Mon reflet avait l'air calme, ancré. Derrière moi, le groupe jouait aux cartes, riant de rien et de tout. Je me suis tourné vers le petit bocal en verre sur l'étagère, celui que Lorraine m'avait donné, étiqueté, pour la joie. Il était à moitié plein maintenant, un rappel silencieux que la guérison n'est pas un moment, c'est une pratique. J'ai glissé un autre vin à l'intérieur et j'ai murmuré. Merci. Michael est venu derrière moi, enroulant ses bras autour de ma taille. On dirait quelqu'un qui vient de poser une montagne. Peut-être que oui, ai-je dit. Il a embrassé le sommet de ma tête. Fier de toi. La nuit s'est poursuivie dans une conversation facile et chaleureuse. Je ne pensais plus au passé. Je n'en avais pas besoin. Il avait déjà fait son travail. M'a appris qui je ne voulais pas être. M'a montré ce que l'amour ne devrait jamais ressentir. Alors que l'horloge passait minuit, je suis sorti sur le balcon. Des flocons de neige dérivaient dans l'air silencieux, fondant contre mes mains. La ville en bas brillait d'or et d'argent. Pendant longtemps, je suis juste resté là à respirer, enfin libre. Si vous avez déjà porté le poids d'une famille qui vous a fait vous sentir petit, je veux que vous sachiez quelque chose. Il est acceptable de lâcher prise. Il est acceptable d'arrêter de se battre pour un amour qui fait mal. Vous pouvez choisir la paix. Vous pouvez construire quelque chose de mieux. Et quand vous le ferez, ça ne ressemblera pas à de la vengeance. Ça ressemblera à respirer pour la première fois. Si mon histoire vous a rappelé la vôtre, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. J'adorerais savoir comment vous avez trouvé votre force, comment vous avez appris à pardonner ou à avancer. Aimez si cette histoire vous a parlé, et abonnez-vous si vous croyez que la guérison est sa propre forme de justice. Parce que parfois, la meilleure vengeance n'est pas la revanche, c'est la paix.